Alors ce soir, donc, on se retrouve pour ce premier débat, ce premier format de conférence 5 à 7, et donc sur un sujet qui nous concerne tous. Qu'est-ce que c'est que ce chat GPT qu'on retrouve un peu partout? Et il y a quelques mois, si on n'est pas du secteur du numérique, on ne savait absolument pas, on n'en entendait pas parler, et d'un coup, on se retrouve noyé d'informations sur ce fameux chat GPT, avec des informations qui peuvent nous paraître un peu inquiétantes. On se retrouve à ChatGPT qui est au niveau de la justice, avec un juge qui prend aide de cette intelligence artificielle. On a des retours par rapport à ce que ChatGPT ne va pas remplacer les écrivains. Comment on va écrire des livres maintenant? On voit qu'il y a des rappels à l'ordre d'entreprises par rapport à leurs employés qui seraient trop fans de ChatGPT avec des informations confidentielles qui pourraient être données. Et même jusqu'en Inde, on se retrouve avec ChatGPT qui devient PDG d'une entreprise. Donc toutes ces informations, on se retrouve un peu noyés avec des informations quelquefois qui peuvent nous inquiéter, avec des discours sur « c'est incroyable, mais ça sert à quoi ?» Avec interdire ChatGPT, c'est refuser le progrès. Des informations qui nous disent que c'est une prouesse, mais pourquoi faire et à quel coût? Et derrière tout ça, toujours cette information, ce double information, est-ce que c'est un gadget ou plutôt est-ce que nous sommes face à une révolution de l'intelligence artificielle? Et nous, enseignants, on est vraiment bousculés par rapport à toutes ces informations, car cela arrive jusque dans nos salles de cours, et notamment, on entend parler là on apprend que des étudiants ont triché dans une université tout près de chez nous, à Strasbourg, à Lyon. On entend parler d'une méfiance des universités. On entend parler que c'est interdit également, notamment dans des écoles new-yorkaises, ou même dans le règlement de Sciences Po récemment, il y a eu une déclaration sur Sciences Po qui interdisait ChatGPT à la fin du mois de janvier. Début février, on nous explique que c'est uniquement pour les épreuves écrites et orales, mais que les étudiants peuvent l'utiliser. Et on se retrouve donc face à comment on va enseigner. Est-ce que c'est un formidable outil pédagogique ou est-ce que c'est un instrument de tricherie? Et comment on va nous revoir notre façon d'enseigner? Est-ce que des devoirs à la maison vont toujours être utiles? Comment on va s'approprier ces connaissances? Comment on va les transmettre aux étudiants? Alors, face à toutes ces questions sur l'enseignement, on a posé des questions à nos étudiants. Un petit questionnaire a été distribué à nos étudiants. Nous avons eu 149 réponses. 149 réponses, ça correspond à 10% des effectifs de l'UT. Et tous les départements ont été représentés. Donc, on est ravis. Et vous avez également, donc lorsque j'ai pris les résultats, il y avait 33 formateurs qui avaient répondu à ce questionnaire. On est même augmenté là jusqu'à quasiment 50. Et on a posé la question à nos étudiants, avez-vous déjà testé ChatGPT? Et on se retrouve avec des informations, oui, à peu près. Quand on regarde, un tiers oui, très fortement, un tiers un peu, et un tiers quasiment, non, pas du tout. On l'a posé la question au formateur. Et vous, est-ce que vous avez déjà testé ChatGPT? Eh bien, la moitié, oui, et à peu près une petite moitié, non. On a posé aussi la question aux enseignants, est-ce que vous pensez que vos étudiants ont déjà utilisé ChatGPT? Et là, la surprise, c'est que 3% des enseignants pensaient que les étudiants n'avaient pas du tout utilisé ChatGPT, alors que dans la réalité, on est prêt, par rapport à notre panel d'étudiants, à peu près à 36%. Derrière ceci se cache aussi une autre information, c'est qu'on a des étudiants qui sont de domaines, de disciplines très différentes à l'IUT. Nous avons des étudiants qui sont dans le numérique, dans le social, dans le marketing, dans le BTP, dans l'énergie. Et on se remarque, ce qui n'est pas surprenant du tout, c'est que nos étudiants du département informatique ont des connaissances sur ChatGPT. Ils sont déjà baignés dans ce domaine par rapport à leurs connaissances. Et que le niveau de nos formateurs, donc le niveau à peu près moyen des étudiants est de 5,6, on passe sur nos formateurs, et là on a une moyenne de
3,9. Donc une petite déjà différence entre comment on acquiert, comment on a l'impression d'avoir des connaissances sur ChatGPT. Hier soir, j'ai voulu avoir une petite discussion avec ChatGPT pour lui demander si en fin de compte on avait raison de débattre et de se rencontrer aujourd'hui. Première question que je lui ai posée, c'est que tu génères beaucoup de controverses. C'est bien, on va faire un débat, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? La réponse était oui, parce qu'il suscite, il déclare « Je pense que cela est une bonne chose, car cela signifie que je suscite également de nombreuses discussions et de nouvelles idées et possibilités. » Quelles sont les remarques les plus négatives à ton sujet? Bon, avec ChatGPT, je le tutoie. Et là, il me dit, les remarques les plus négatives à mon sujet sont que je ne suis pas assez précise, que je ne comprends pas toujours le contexte dans lequel je suis utilisée. Certaines personnes m'accusent également d'être un outil de propagande et de promouvoir des informations partielles ou erronées. Je lui ai demandé si c'était important de débattre. Est-ce qu'on avait raison ce soir de se retrouver et de débattre à son sujet? Oui. C'est important de débattre à mon sujet. Cela permet aux gens de mieux comprendre à quoi je sers et comment je peux être utilisé pour créer de nouvelles idées et solutions. De plus, cela aide à promouvoir une meilleure compréhension des avantages et des inconvénients de mon utilisation. Ma dernière question, probablement mal formulée, vous verrez aussi sa réponse. Penses-tu que tu as ta place à l'université, dans les lycées et les écoles? Sa réponse, vous l'interpréterez comme vous le souhaitez. Oui, je pense que j'ai ma place à l'université, dans les lycées et les écoles. Chacun a le droit d'accéder à l'enseignement et à l'apprentissage, et je me sens capable d'atteindre mes objectifs et de réussir dans ces environnements. Par rapport à tout ceci, en fait, on en entend parler de ChatGPT partout. Mais il va falloir aussi qu'on a la chance là de recevoir Yoav Roxin, qui est professeur des universités, qui est spécialiste des sciences de l'information et de la communication. Et il va pouvoir nous aiguiller pour mieux comprendre, en fin de compte, ce ChatGPT qui est partout. Mais en fait, de se poser la question, comment ça marche? Je te laisse la parole. Merci. Il va essayer. C'est une grande différence. Et premièrement, félicitations aux organisateurs pour lancer ce débat, parce qu'on discute dans tous les coins, sauf qu'à l'université, on ne discute pas publiquement pour sentir mais qu'est-ce que c'est, comment ça marche et qu'est-ce qu'on aura demain. Donc, je pense que Turing, il était vraiment très très content s'il avait l'occasion d'entendre qu'à l'IUT Belfort-Montbéliard, on discute de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. En effet, cet homme-là, il a lancé l'ordinateur, oui, les algorithmes, le langage de programmation en 1936, 1950. Voilà, c'est un article qu'il a publié. Vous avez vu peut-être l'Imitation Game, où il se posait la question si l'ordinateur peut penser. D'accord? Et même, après, il a dit, c'est une question délicate, ça va heurter les philosophes. C'est plutôt... Oui. Ah, ok. Est-ce qu'il faut le dévoiler d'abord? Vous avez vu, avec ChatGPT, c'était simple. Donc, lui, il a dit, voilà, est-ce que l'ordinateur est capable d'imiter les activités que l'homme les fait quand il utilise son cerveau? Et vous avez vu le jeu d'échecs, le jeu de Go, ok, et on a eu des applications en intelligence artificielle spécifiques et d'une qualité excellente. Donc, déjà, on ne va pas se passer seulement de ChatGPT. Je passais beaucoup de temps pour faire une synthèse, parce que je pense qu'on a besoin d'une culture maintenant dans l'intelligence artificielle. Le moment est venu pour se préoccuper de comprendre exactement qu'est-ce que c'est, comment ça marche et comment je peux l'utiliser. Et quand on parle de l'intelligence artificielle, il y a deux types d'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle symbolique qui utilise les assertions, les règles. Voilà, vous avez à droite, tout homme est mortel, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Si on arrive à faire apprendre à la machine toutes sortes de règles comme ça, après la machine sera capable de faire
elle-même de syllogismes, de règles, mais ce n'est pas évident, c'est très très compliqué. Et c'est pour ça que les gens, ils ont essayé d'utiliser ce qu'on appelle le connexionnisme, ou des réseaux dans lesquels on a des neurones artificiels, okay, et en complexifiant ces réseaux, on arrive à des résultats, je vous rassure, qui sont étonnants. Moi, j'avais fait en faculté de cybernétique et informatique, et plein de modèles, je l'avais fait à la main. Quand je vois aujourd'hui avec quelle légèreté un algorithme d'intelligence artificielle arrive à faire des choses, je suis, je vous assure, époustouflé. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a rien d'intelligent derrière. Tout est stupide. Et c'est ça le danger qu'avec le ChatGPT, qui va faire aujourd'hui 3 mois. Il a été lancé le 30 novembre. Et si on tient compte que 28 février, c'est 28 plus 2, ça fait pile poil 3. Donc depuis 3 mois, je ne pense pas qu'il y a un autre logiciel, une autre application qui a captivé l'attention et qui a fait le battage médiatique que c'est GPT. Donc, je ne reste pas beaucoup dans le détail. D'accord? Tout au début, c'était surtout le connexionnisme. Okay? Après, c'était l'intelligence symbolique. Après, c'était l'hiver de l'intelligence parce que les gens, ils attendaient des résultats, mais ils n'avaient pas vraiment. Okay? Je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, regardez, vers la fin, oui, après 1991-12, c'était l'année quand je suis arrivé en France, on commençait à rediscuter des réseaux de neurones et c'est le connexionnisme qui a pris des élans. Alors, quel est le grand changement de paradigme? Parce qu'il y a un changement de paradigme. Moi, j'avais fait informatique et je devais programmer l'ordinateur. Programmer, par exemple, pour transformer le degré Celsius en Kelvin. Et moi, je lui donnais la formule et après, il faisait le calcul. Donc, je lui donnais les données d'entrée, je lui donnais le modèle, oui, et lui, il sortait les données. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, je lui donne les données d'entrée, les données de sortie, et c'est lui qui va trouver la formule pour transformer Celsius en Fahrenheit. Mais c'est fantastique. C'est comme ça que je lui donne plein de données, des images avec des chats, ok, et je dis c'est chat, 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 et finalement, il va comprendre, il va déduire comment interpréter une image pour reconnaître s'il s'agit d'un chat ou non. D'accord? Donc, je ne rentre pas dans les détails, estimation, régression linéaire tout au début. Et regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au lieu de lui décrire comment c'est un chat qui a des oreilles, des yeux, on le laisse, lui, se débrouiller et trouver les caractéristiques d'un chat. OK? Et après, il est capable de reconnaître. Mais quand on a une image qui est de 6 mégapixels ou même plus, sera compliqué de lui demander de faire ça. C'est pour ça qu'ils ont créé un type de réseau qui s'appelle un réseau convolutif, appliquer des filtres. Vous avez vu, ici, il y a un filtre de 3 par 3 qui se promène sur toute l'image et il va réduire l'image de 6 mégapixels à 4 à 2. Et comme ça, ils ont créé, c'est Yann Lequin qui a créé un algorithme pour la reconnaissance des caractères numériques écrits à la main pour les banques. D'accord? Ensuite, ils ont utilisé ces réseaux de neurones avec plusieurs couches intermédiaires. Combien? Mais tout au début, les gens ne savaient pas. Voilà, 4, 5, 8. C'est en 2012 qu'un étudiant, un doctorant du Canada, le doctorant de Hinton, qui a utilisé, regardez, c'est marqué 8 couches intermédiaires. Et il est arrivé à établir un record. Le gars, Alexandre, il avait 17 ans. Et son taux d'échec, c'était que 17%. L'année d'avant, c'était 26, 24. D'accord? Et c'était le moment qui a lancé les réseaux de neurones de nouveau. Ensuite, vous entendez souvent parler de générative, mais aussi générative et antagoniste. Oui, voilà, ici une petite image qui vous suggère quelle est l'idée. Il y a un réseau qui génère et l'autre qui critique. Voilà, il y a quelqu'un qui va faire une pièce de 100 €, ok, faux, et l'autre qui va vérifier. Ah non, c'est grossier, tu refais. Mais comme la machine est capable de faire des calculs avec très très grande vitesse, elle arrive à des performances fantastiques. Et aujourd'hui, quand vous avez Midjourney, par exemple, ou Face Generator, plein DALI 2,
Exactement, c'est ce qu'on utilise. Donc, c'est bien de connaître minimum un peu. Regardez ici, il part d'un bruit et avec les consignes qu'on lui donne, l'autre, il va critiquer et comme ça, il va arriver à construire une image en fonction de ce qu'on lui a donné comme prompt. Réaliser le visage de Bill Clinton comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Et après, les gens ils sont préoccupés, est-ce que je peux faire un traitement de langage naturel, de manière que la machine arrive à me comprendre. Okay? Si je lui dis, ferme-toi, ou casse-toi, ou fais ça, 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 voilà. Est-ce qu'elle arrive à comprendre? Et donc, ils ont essayé de faire ce qu'on appelle le traitement du langage naturel. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Okay? Les collègues qui sont intéressés, vous m'écrivez, je vous envoie la présentation. Okay? Mais l'idée est qu'aujourd'hui, on utilise ces types d'algorithmes pour plein de choses. Pour la détection des spams, pour la traduction automatique, pour l'analyse des sentiments, de résumé des textes. Mais jusqu'ici, c'était individuellement. On avait une application pour faire spam, contrôle de spam, pour faire ça, pour faire ça. GPT-3, c'est la première fois qu'il fait tout. C'est un algorithme qui fait... Comment? C'est un algorithme qui est général. Je peux l'utiliser pour la traduction, pour résumer, pour... OK? Et on va passer vite, alors, justement pour montrer que, tout au début, c'était la reconnaissance de la parole. Comment on va faire? Et c'était le même débat. Symbolique, c'est-à-dire, je l'explique, qu'est-ce que c'est un sujet, qu'est-ce que c'est un prédicat, un adverbe, les autres, ou en utilisant le connexionnisme. Mais finalement, c'est le connexionnisme qui a gagné pour le moment, OK? Parce que la solution, je pense que sera une combinaison des deux. Oui, et on a, c'est ce qu'on appelle les réseaux récurrents. Parce que dans une phrase, la traduction d'un mot, par exemple, dépend beaucoup de quels sont les mots avant, après. Oui, ce n'est pas mot à mot la traduction. Et comment ils arrivent à faire ça? Mais ils utilisent des vecteurs pour les mots. Parce que l'ordinateur, il connaît seulement 1 et 0. Il ne voit pas une image, il ne voit pas un mot. Il ne voit que de 1, 0, 1, 0. Okay? Et ils vont associer à chaque mot un vecteur mot. Et après, en analysant des données, il va trouver que A, bientôt, sont très proches. Et il a une probabilité élevée qu'une fois que je marque A, il me suggère d'écrire bientôt. D'accord? Et pareil, je ne rentre pas dans le détail, mais regardez, en utilisant des fonctions mathématiques, par exemple, pour trouver la distance entre deux éléments, en lui posant une question, calculer la distance entre la France et, regardez, l'Espagne, c'est la plus proche. Okay? Ensuite, Belgique, Pays-Bas, Italie, Suisse. Cette intelligence artificielle n'a jamais fait de géographie. D'accord? Elle a regardé que les données qui existent sur le web et comme ça, il arrive à comprendre que la distance entre les mots elle est petite ou grande. D'accord? Donc, regardez, c'est en 2017 que Google, qui aujourd'hui, excusez-moi, mais il se trouve dans une situation qui est délicate, sont eux qui ont trouvé un algorithme excellent. L'attention, c'est tout ce qu'on a besoin. C'est-à-dire, quand on analyse un texte, mais je dois regarder, allumer le vidéoprojecteur, quelle est la liaison entre ces mots. Okay? Et ici, par exemple, on a la traduction de l'anglais en français, et la ligne qui est plus épais, c'est celle qui a une probabilité plus grande, qui dit, voilà, ce mot correspond à celui-ci. D'accord? Et on arrive à GPT. D'accord? Tout le monde parle, mais qu'est-ce que c'est? Chat, on sait, mais GPT, c'est quoi? Mais GPT, regardez, c'est Generative Pre-Training Transformer. Alors, c'est quoi? Déjà, Transformer. Transformer, c'est un type de réseau de neurones artificiels qui utilise l'algorithme de Google concernant l'attention. D'accord? Donc, OpenAI, c'est très intelligent. Google a fait public son algorithme et maintenant, ils l'ont exploité. D'accord? C'est très, très bien. Donc, quelle est l'idée, encore une fois, de trouver la probabilité qu'un mot se trouve à côté de l'autre, oui, avec une probabilité plus grande ou plus petite, et comme ça, trouver les bons sens des mots en fonction des mots qui l'entourent. D'accord?
Voilà, et il peut faire aussi un traitement parallèle. Ça signifie qu'ils sont rapides à apprendre ce type d'algorithme. Quand on dit rapide, vous avez vu qu'il s'arrête en septembre 2021. On n'a pas l'argent et tout pour faire apprendre de nouveau rapidement. Et donc ici, regardez les probabilités. Oui, il va trouver que want, mais c'est probabilité 0,8 proche de veut. Et comme ça, il arrive à faire la traduction. Et je ne sais pas comment vous êtes, mais quand j'ai un texte en anglais, j'ai des petites difficultés, je vais bouton droit traduire en français, et vous avez tous les textes traduits. Mais c'est fantastique. OK, il y a des petites conneries, mais même les traducteurs qui sont payés cher, OK, font des conneries. D'accord? Voilà. Un deuxième mot, c'est pré-entraîné. Qu'est-ce que signifie qu'il est pré-entraîné? Qu'on lui a donné beaucoup de données, beaucoup, mais énormément de données, et des gens ont essayé de lui apprendre. D'accord? Ils l'ont entraîné. Pareil comme je disais tout à l'heure avec le chat, on lui dit c'est un chat, c'est pas un chat. Ici, on l'entraîne pour comprendre la logique du langage naturel. Et pour ça, encore une fois, on lui a donné, on verra tout à l'heure, énormément de données. Okay? Et qu'est-ce qui est intéressant? Pourquoi il s'appelle entraîné? Il s'appelle pré-entraîné. Et aussi, je disais tout à l'heure que c'est le premier modèle général. Donc, je lui apprends à comprendre le langage naturel, indifféremment de tâches spécifiques qu'il doit résoudre. Je lui pose des questions en chimie, mais il va se concentrer sur mon contexte, mais la capacité de traiter le langage naturel, c'est une capacité qui est plus générale, et après, il peut s'adapter pour des tâches spécifiques. D'accord? Ensuite, générative. Qu'est-ce que signifie générative? Mais qu'il génère de textes. Il génère des mots, il génère même des phrases entières, et des phrases qui n'existent pas dans le document qu'il a consulté. D'accord? Moi, je trouve encore une fois que c'est impressionnant, OK? Mais en connaissant déjà ça, vous vous rendez compte qu'il peut générer aussi des conneries. Et il gère des conneries, mais avec une légèreté qu'on ne se rend pas compte. D'accord? Et si l'étudiant, l'élève qui est devant, il dit, ah, mais il parle comme un homme, voilà, vite et en français impeccablement, mais il a raison. Il a raison et le con, il est devant l'écran. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très, très dangereux. Et on a utilisé, c'est ce qu'on appelle le modèle de langage, même des grands modèles de langage, OK, pour entraîner ça. Regardez, GPT-1 en 2018, oui, c'est pas très longtemps avant, 117 millions de paramètres. GPT-2 en 2019, 1,5 milliard de paramètres. Et on parle aujourd'hui de GPT-3. C'est le rockstar de l'intelligence artificielle. Tout le monde parle que de ça. Les autres, ça n'existe pas. Oui. Et vous regardez, il utilise 175 milliards de paramètres. OK? Et ici, regardez un article dans Wikipédia, quand il a été lancé en 2020, plein Covid. L'Internet, il est en tremblement de terre, parce que OpenAI, c'est une société qui mettait à la disposition leur modèle, open source. Et c'est la première fois qu'ils ont dit non, on ne peut pas. Parce que si on donne ça au public, mais les étudiants, ils ne bossent plus, les journalistes, ils n'écrivent plus, les avocats, ils ne travaillent plus, OK? Et voilà, ici des commentaires qui montrent quelles sont ses capacités, mais aussi sa tendance ou possibilité de créer la désinformation. D'accord? Ici, il y a un petit anime, voilà, je lui donne une phrase, OK? Et il va trouver quel est le mot qui rentre bien, ou même quelle est la première loi de la robotique. D'accord? On ne rentre pas dans le détail. Voilà, le corpus qu'il utilise. Comment il a appris? Qu'est-ce qu'il a appris? À partir de quoi? Mais regardez, c'est Chrome & Crowell, oui, 60% d'ensemble de données, 410 milliards de données, d'unités. WebText 2, c'est OpenAI qui a sélectionné beaucoup de sites web avec une très bonne qualité, oui, appréciés par les internautes, afin d'avoir quelque chose de correct et bien. Sinon, mais vite, dans 2 jours, il est sexiste, il est... Oui, oui.
Et après, book 1 et book 2. OK? Donc, il a lu des bouquins, vous pouvez lui demander le résumé de Rouge et Noir, de Stendhal, caractériser tel personnage. C'est pareil, imaginez que vous avez un robot chez vous et vous lui dites, lis-moi les premières 10 bouquins et après tu me fais une corrélation entre... Il le fait à la seconde de près, d'accord? Vous avez vu aussi qu'il y a Wikipédia, mais si on fait le calcul, oui, pour Wikipédia, il y a 6%. Donc, Wikipédia, c'est vraiment peu dans ces données. D'accord? Ici, c'est le pourcentage des textes en différentes langues. Vous avez vu, le français, c'est 1%. Et il est performant. Parce qu'il fait la traduction et il utilise le modèle qu'il a créé avec l'anglais. Je suis d'origine roumaine, la langue roumaine, elle est aussi 12e ou 13e position. Regardez performance, GPT-2 et GPT-3. Oui. Et maintenant, on parle déjà de GPT-4. Il est là, GPT-4, et vous avez vu, ça fait 100 000 milliards de paramètres. On se rapproche de la capacité du cerveau, OK, qui a 10 puissance 15 synapses. Ils disent que voilà, si on va arriver là, la machine va... Moi, je suis convaincu que c'est pas vrai, oui, mais c'est pas grave. Alors, comment GPT bouscule l'enseignement? J'avais marqué ici, voilà, accès instantané. J'utilise ChatGPT avec mes étudiants, ok? C'est pas la peine de le cacher. S'il est là pour rester. Et ce sont les enseignants qui doivent trouver les méthodes pour l'exploiter correctement. D'accord? Regardez maintenant des critiques. Oui? Il manque de raisonnement, de bon sens. OK? Un système qui n'a pas été formé sur le langage, sur le sens ou la compréhension, mais il a été formé que sur l'expression. OK? GPT-3, il n'est pas sensible, il ne comprend pas les textes. Oui? Peu de compréhension sémantique, ok? Même superficielle, non conceptuelle, oui? Il n'est pas capable d'assimiler les vérités du monde, oui? Il y a une question qui circule, quel est le poids d'un œuf de vache? Mais justement, je lui avais posé la question, et vous savez ce qu'il a répondu? Oui, ils vont en parler. Ils vont en parler. Mais il a répondu, il a répondu non, que la vache c'est une mammifère. Donc entre-temps, il a changé. Alors je lui avais dit quel est le poids d'un œuf d'un chat. Et il a dit mais ça dépend de son poids. Quoique je pense que, d'accord. Donc il apprend un peu, mais on peut très très vite être débousculé. Oui. Voilà, c'est un perroquet. Stochastique, oui, le fait que c'est fluide, mais ça ne signifie pas que c'est précis, que c'est avec une valeur, que c'est fiable, oui, aucune compréhension, ok. Même Gary Marcus, qui est une critique très très virulente de ChatGPT et de GPT en général, oui, regardez, capable de donner au pistache peu fiable le vernis de la fiabilité, puis de le pomper dans le monde en quantité sans précédent. Okay? Donc, il y a quand même des dangers. Okay? Et j'ai récupéré quelques citations d'un texte, d'un article, publié en 2023, cette année, au mois de février. Okay? Et je lui avais dit s'il peut me faire la synthèse. D'accord? Et il a répondu. Il fait la synthèse. D'accord? Mais il n'a jamais lu. Okay? Après, je lui avais dit, mais regardez, l'article a été publié en 9 février 2023, donc ton commentaire est toujours valable. Oui, je suis désolé pour la confusion, mon commentaire précédent... Oui. Et après, on est revenu même, oui, voilà, il est avec ses connaissances en septembre 2021, donc si c'est publié en 2023, il dit que c'est dans le futur, oui, voilà. Mais il y a ici une saute que je l'avais fait avec lui. Quels sont les avantages, les faiblesses, les opportunités et les menaces, ok? Mais on a plein de menaces aussi qui sont à prendre en compte, ok? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais il faut être très, très prudent, ok? Parce que c'est un bloviator. Il écrit des textes sans rien comprendre.
Okay? Et si nous, on n'est pas capable de lui demander tout ce qu'il faut correctement, regardez, peut-être il y a des étudiants en informatique. Aujourd'hui, on parle de la mort de la programmation, parce que la nouvelle génération de software sera design by prompt. D'accord? Et ça, c'est valable aussi dans l'art et dans les autres. Il parle même de prompt engineering. Donc, je dois me débrouiller pour savoir, regardez ici, des éléments de prompt pour construire avec... ça, c'est avec Midjourney, quelque chose que... Oui. Donc, moi, je veux m'arrêter là parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, ce n'est pas la quantité de données qui va augmenter l'intelligence de ces produits. Il faut combiner avec une symbolique, OK, et après trouver d'autres solutions. Je l'avais demandé de proposer une phrase finale. Vous pouvez le lire, oui. Mes amis, si vous êtes comme moi, oui, vous êtes probablement un peu bouleversés par les nombreuses blablabla. Mais je lui avais dit de le faire avec plein d'esprit et d'humour. Et il est capable de créer des petites choses. Okay? Donc, si on est intelligent, je pense qu'on peut l'exploiter. C'est la stupidité qui sera taxée par ces logiciels. Les journalistes qui ne sont pas capables de faire de bons articles, terminés. Les étudiants qui sont pareils, faibles, mais terminés. Et plein de jobs dans lesquels il n'y a pas l'intelligence humaine vraiment. Ben, lui, il peut le faire. Voilà, merci de votre... Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Johan. Tu nous as également, ChatGPT, il faut le nourrir, hein, mais toi aussi, tu nous as nourris là, de plein d'informations, et c'était passionnant. Maintenant, on va passer aussi au niveau de la recherche, parce que dans le Nord-Franche-Comté, on a la chance d'avoir un laboratoire de recherche, notamment sur l'intelligence artificielle. Donc, on ne le sait pas trop, mais c'est un laboratoire qui est très reconnu au niveau international. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui David Lemani, qui est enseignant-chercheur au département informatique, qui travaille au laboratoire FemtoST, et également Raphaël Couturier, qui est vice-président numérique, professeur des universités, et qui est également enseignant-chercheur au département informatique et à l'Institut FemtoST. Donc vous allez nous apporter les informations, les projets de recherche autour de l'intelligence artificielle. On en est où? Merci. Eh bien, alors, j'ai pas la zapette. Voilà. Hop. Alors, je vais vous présenter quelques activités que l'on fait au sein de FemtoST. Je n'ai pas pu avoir les transparents de Johan, donc il va y avoir ce petit transparent qui est des répétitions, qui contient quelques répétitions. Donc, je pense que ce qui est important de retenir, hein, on est... Hop, j'appuie pas sur le bon bouton, voilà. On a beaucoup de neurones. Comment ça marche? Il y a des gens qui sont spécialistes et qui se rendent compte que c'est compliqué. Je ne suis pas spécialiste, donc je vais dire que c'est très compliqué. Mais par contre, au niveau mathématique, il y a, dans les années 50, hein, donc 1950 et pas 2050, on est bien d'accord qu'il y a des gens qui ont travaillé sur essayer d'imiter un neurone biologique, et donc ils ont fait des neurones artificiels. Je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques, mais simplement, on va faire la somme de certains poids. Comme on fait une somme au niveau mathématique, on va appliquer une petite fonction dessus, et ça nous fait un neurone qui, quelque part, ressemble assez bien au fonctionnement d'un neurone biologique. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un réseau de neurones? Eh bien, on va mettre des neurones qui sont là, les petits cercles, et qui sont représentés par ça. On va les mettre ensemble, on va les relier les uns avec les autres, et comme l'a dit Johan précédemment, on va avoir un jeu de données qui, à partir des entrées, va produire une sortie qui va être fausse au début, et avec un algorithme d'entraînement, on va changer les valeurs des poids qui sont ici afin, au fur et à mesure, d'avoir quelque chose qui soit plus précis. C'est un algorithme qui est tout bête, ici, un réseau qui est tout petit, et après, effectivement, dans ChatGPT ou plein d'autres outils, les réseaux sont beaucoup plus gros. Est-ce que c'est intelligent? Non. Qu'est-ce que dit, comment il s'appelle, Cédric Villani, hein, qui est quand même médaille Fields en mathématiques. Il reprend une phrase de Graham McHale qui dit « Il y a 3 sortes de mensonges ».
on en utilise tous, il y a des petits mensonges, votre enfant il va vous faire un petit mensonge, voilà, bon bref, on en fait tous. Des gros mensonges, c'est pas bien, et les statistiques, on peut leur faire croire tout et n'importe quoi. Finalement, les réseaux de neurones, voilà, hein, on dit que c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est uniquement basé sur des statistiques. Les statistiques de, une fois que j'ai vu tel mot, par exemple, aujourd'hui il fait, eh ben, il lui fait beau, il fait pas beau. Et une fois qu'on entraîne un algorithme à faire cela, eh bien, il arrive à le faire et nous générer des textes qui vont avoir plein de caractéristiques intéressantes ou non. Qu'est-ce qu'on fait dans FemtoST? Alors là, je vais présenter le travail d'un collègue de l'équipe qui s'appelle donc le collègue Christophe Guyeux, avec d'autres collègues. Il travaille sur le développement d'un outil pour aider les pompiers à faire des prévisions sur le nombre d'interventions qu'il y aura dans le Doubs. Pourquoi le Doubs? Parce qu'il a eu accès à toutes les données d'intervention du Doubs sur les 10 dernières années. Qu'est-ce qu'il arrivait à faire avec des collègues? Eh bien, une interface qui permet aux pompiers, en fonction des mots-clés qui sont fréquents dans Google Trends, donc il va se baser là-dessus. Hein. Si tout le monde tape le mot-clé Covid, il va se dire « Ah, tiens, il y a quelque chose de louche ». Si c'est en hiver et que tout le monde tape verglas pour demain matin, ben voilà, peut-être qu'il y aura plus d'incidents liés au verglas dans les prochains jours. Donc il a une interface dans laquelle eh bien, il va utiliser plein de paramètres différents, la qualité de l'air, le niveau de l'eau, plein d'autres paramètres, afin de faire des prévisions sur le nombre d'interventions qu'il y aura. Par exemple, s'il utilise aujourd'hui l'interface, eh bien, il pourra avoir des prédictions qui seront dans les 6 prochaines heures. Alors il ne sera pas capable de faire des prévisions sur les 6 prochains jours, parce qu'il y a plein de données qu'on n'a pas à suffisamment grande échelle dans les prochains jours. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, là, c'est Joseph Hazard qui est dans la salle, voilà, il est juste là, qui avait travaillé là-dessus pendant sa thèse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des dispositifs connectés, une montre connectée ou des capteurs comme cela, et on va enregistrer des signaux d'une personne. Par exemple, hein, ça peut mesurer la tension, ça peut mesurer est-ce qu'on est stressé ou pas. En général, quand on fait une présentation comme cela, on devrait être très stressé. Bon, je sais, j'ai pas mis de capteur, donc il n'y a pas de problème. Supposons que ce soit pour suivre une personne qui a des problèmes cardiaques, eh bien, on va pouvoir éventuellement enregistrer un ECG. Hein, voilà, ça va décrire les battements du cœur régulièrement. Le problème, c'est que si on veut envoyer ces données-là sur un dispositif, ça va prendre beaucoup de consommation de données et ça va du coup être lent. Qu'est-ce qu'il a fait durant sa thèse? Eh bien, il a utilisé un algorithme qui va compresser très fortement le signal. Donc, on va réduire la taille du signal avec un facteur entre 80 et 100. Et par rapport au signal initial qui était en bleu, on a un signal en vert dans lequel on perd beaucoup d'informations. Et après, avec de l'intelligence artificielle, on arrive à reconstruire le signal qui ressemble fortement au signal initial. Et donc, on a gagné beaucoup en énergie puisqu'on a envoyé entre 80 et 100 fois moins de données. Un dernier exemple, en fait je ne sais même plus ce que j'ai après, mais c'est pas grave. Donc là c'est un projet sur lequel on travaille avec des collègues à Dijon, donc dans le laboratoire de Dijon, mais aussi avec le CHU. Malheureusement, si vous avez un infarctus, vous allez à l'hôpital, on vous fait une IRM cardiaque pour voir, donc il y aura différentes couches comme celle-ci. S'il n'y avait pas les contours et que vous n'êtes pas spécialiste en médecine, on vous demande où est le myocarde et quel est le volume de la zone endommagée. C'est pas facile. Les collègues avec qui on travaille font ce genre de travail à la main, faire le contour, et ça prend beaucoup de temps. Et donc, ce qu'on a développé dans ce projet, c'est un algorithme basé sur de l'IA qui permet, après un apprentissage sur, on va dire, 200 ou 300 patients, de nous produire des résultats qui sont suffisamment proches de ce que fait le médecin. Alors, on ne va pas remplacer le médecin, hein, on va lui donner un contour tel que celui-ci, et après, c'est à lui de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, et éventuellement, il n'est pas obligé de l'utiliser. Et je donne la parole à David. Merci. Alors moi je travaille en intelligence artificielle et plus particulièrement sur les textes, sur la problématique donc, de
traitement automatique des langues, dont a fait une très bonne présentation Johan tout à l'heure. Je vais être très rapide ici. Je vais juste insister sur l'année 2017, qui était vraiment une année charnière avec l'apparition Johan en a parlé, du modèle Transformer. Il y a vraiment un avant 2017 et un après 2017. Typiquement, les traducteurs automatiques avant 2017 étaient plus que moyens. Après 2017, c'est devenu des outils qu'on peut utiliser tous les jours. Et c'est vraiment grâce à ce modèle, à cette technologie de Transformer. C'est la première fois, à ce moment-là, 2017-2018, qu'on a réussi à traiter à peu près correctement le contexte d'un mot dans une phrase. C'est essentiel pour le langage, que ce soit pour la traduction ou pour la compréhension globale d'un texte. Et puis en fait, ce modèle Transformer qui est à la base de ChatGPT, c'est vraiment la base de ChatGPT, vous l'utilisez sans le savoir tous les jours. Lorsque vous faites une recherche Google, vous avez un modèle Transformer qui est derrière. Lorsque vous utilisez le clavier prédictif de votre téléphone, il y a de grandes chances qu'il y ait un petit transformer également. Enfin, bon, voilà, les assistants personnels, etc., etc. Donc ça a vraiment été une année charnière. On n'a pas de prix Nobel en informatique, mais je pense que les gens de chez Google, s'il y en avait un, l'auraient sûrement eu, parce que ce modèle qui au départ était fait pour les textes, en particulier pour la traduction automatique, c'est ensuite généralisé. C'est devenu le meilleur modèle pour traiter des images. C'est devenu le meilleur modèle pour traiter également des séries temporelles. Donc, il s'est adapté à tous les types, à toutes les applications de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, au sein du laboratoire en intelligence artificielle et en traitement du texte? Je vais vous présenter rapidement deux projets sur lesquels on travaille. Le premier, donc, c'est la classification de dossiers patients. C'est un projet qu'on a avec l'hôpital Nord-Franche-Comté. Qu'est-ce que c'est qu'un dossier patient? Lorsque vous allez à l'hôpital et que vous avez une consultation, une opération, un examen ou autre, le médecin va rédiger un texte qui est un compte-rendu de ce qui s'est passé, des traitements qu'il vous a donnés, etc., de vos données, etc. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, un texte complètement non structuré. C'est bourré d'acronymes, d'abréviations, de fautes de frappe, d'orthographe. Voilà. Donc c'est déjà assez difficile à analyser après coup pour un humain, et ça devient encore plus difficile à analyser pour une machine. Mais pourtant, c'est une source très très importante d'informations. Et qu'est-ce qu'on fait de ces dossiers patients? À titre d'information, par an, sur l'hôpital Nord-Franche-Comté, c'est entre 50 et 60 000 dossiers qui sont générés par an, donc c'est beaucoup de choses. En fait, chacun des dossiers doit ensuite être codifié. C'est-à-dire que pour chacun de ces dossiers, on doit lui affecter un ou plusieurs codes. Je donne un exemple ici, je schématise un peu. R10, c'est pour une douleur aiguë de l'abdomen. On a en tout, en France, environ 14 400, environ 14 000 codes. C'est une classification internationale, donc tous les hôpitaux de France et tous les hôpitaux du monde, quasiment, font ce traitement, utilisent cette codification. Et donc pour chaque dossier, on va affecter un ou plusieurs codes, en général entre 1 et 10 codes. L'utilisation de ces codes, il y a une utilisation scientifique, mais il y a surtout une utilisation financière derrière. C'est-à-dire que régulièrement, l'hôpital va renvoyer ces différents codes, c'est aux ARS normalement, il renvoie ça aux ARS, et derrière, les ARS retournent le budget correspondant. Par exemple, ils voient que là, il y a eu, 3 entorses de cheville, ça correspond à tant en budget, hop, et ils renvoient le budget à l'hôpital. Donc ça se fait régulièrement. Et cette classification, elle est complètement manuelle. C'est-à-dire, pour l'exemple ici, l'hôpital Nord-Franche-Comté, vous avez 12 personnes à plein temps, qu'on appelle des codeurs, dont le métier, c'est de prendre les dossiers patients et d'affecter des codes. Voilà, ça c'est leur job. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut apporter ici, le projet qu'on a en cours, c'est un projet on a déjà un premier prototype là qui tourne. L'idée, c'est pas remplacer les codeurs, parce que c'est vraiment quelque chose de très spécifique et très difficile, c'est de les aider. C'est-à-dire qu'avant qu'ils codent eux-mêmes, on a un outil d'intelligence artificielle basé sur les techniques qu'on vous a présentées là rapidement, basé sur des transformers, qui va proposer au codeur une liste de codes, et ensuite au codeur de voir s'il les prend tels quels, ou s'il en enlève, ou s'il en rajoute. Donc c'est une aide pour leur faciliter un petit peu le travail. Donc encore une fois, voilà, c'est un projet qui est en cours, avec un premier prototype qui est en cours d'évaluation justement par les codeurs de l'hôpital Nord-Franche-Comté.
Le deuxième projet, c'est également avec les pompiers du Doubs, et c'est sur l'aide à la prédiction de sévérité d'appel d'urgence. En fait, lorsque il y a un appel d'urgence qui est pris par un pompier, il arrive de temps en temps, heureusement pas souvent, que le pompier se trompe sur la sévérité du cas ou pas. Pourquoi il se trompe? Parce que souvent le discours est confus de la part de l'appelant, on peut comprendre pourquoi. Il y a des contradictions, des fois l'appel il dure très longtemps, et donc le pompier oublie un petit peu ce qui a été dit avant, et donc il va décider que, par exemple, le cas est un cas non grave alors que c'est un cas grave. Ou bien il peut faire l'inverse, décider que le cas est un cas grave alors que c'est pas grave. Ça a une implication indirecte parce qu'il va déployer des secours importants pour quelque chose de pas grave, et juste après, on a eu un coup de téléphone avec quelque chose de grave. Et du coup, les moyens sont plus disponibles. Alors, heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. L'idée ici, c'est d'analyser en direct l'appel. Alors, c'est des techniques qui sont connues, on en a parlé tout à l'heure, la classification dans les réseaux sociaux, savoir qu'un tweet est offensant ou pas, c'est des techniques qui existent. Et puis, c'est un petit peu la même chose, savoir est-ce que le discours qui est donné est grave ou pas grave. Par contre, il y a des challenges un petit peu plus compliqués parce qu'il faut faire ça en direct. Et puis surtout, c'est des discours qui peuvent être, des appels qui peuvent être très très longs. Alors c'est un projet qu'on débute. L'idée pour l'instant, ça serait d'afficher un petit smiley à l'écran du pompier, un petit smiley qui va évoluer en fonction de la gravité de l'appel. Encore une fois, on va bien sûr pas remplacer le pompier, mais on va l'aider, on va lui proposer une aide. Voilà, deux des projets sur lesquels on travaille dans l'équipe et qui ont attrait au traitement du texte. Alors, un petit point sur ChatGPT. Je vais un petit peu reprendre ce qui a été dit. Bien sûr, complètement d'accord avec Yoann, il faut bien faire attention. ChatGPT, donc, qui est basé sur toutes ces techniques, ces transformers, il ne faut absolument pas le voir comme une encyclopédie. C'est clair, c'est net. ChatGPT, c'est un générateur de texte. Donc, c'est... Si je schématise, mais pas à l'extrême, c'est vraiment la même chose que votre clavier de smartphone. Il est là pour deviner le mot qui suit. Point. C'est la base de ChatGPT, c'est ça. Je lui donne le début d'une phrase et lui, il va compléter. Alors, pas par un seul mot, mais par plusieurs mots. Mais voilà, techniquement, c'est ça qui se passe. Il y a d'autres petites techniques derrière, mais fondamentalement, c'est ça. Donc, surtout ne pas le... Donc, il est excellent pour générer du texte. Ça, il n'y a absolument pas de souci là-dessus. Les formules toutes faites, toutes ces choses-là, il les connaît, il est capable de les ressortir, en plus souvent dans le bon contexte. Donc ça, il est très très bon. Par contre, pour répondre à des questions, il ne faut absolument pas lui faire confiance. Il va faire, par contre, semblant de croire qu'il a la réponse à la question. Alors, je reprends le fameux exemple dont parlait Yoann tout à l'heure. Alors maintenant, effectivement, si vous posez la même question, ils ont modifié, il a appris et il ne raconte plus ça. C'est tout à fait normal qu'il réponde ce genre de choses. Pourquoi? Parce que lui, dans son apprentissage, il a vu souvent qu'un œuf, il a vu souvent des questions du type le poids d'un œuf de poule, c'est 50 grammes, combien pèse un œuf de poule, c'est machin, combien pèse un œuf, c'est 50 grammes, etc., etc. Mais comme l'a dit également Raphaël derrière, on a des statistiques derrière. C'est-à-dire que là, quand il vous génère la réponse, en fait, en interne, il y a une note de confiance. C'est-à-dire que ChatGPT, typiquement, OpenAI ne donne pas la note de confiance qui est générée, mais typiquement, je suis quasiment convaincu que sur la réponse à cette question, il devait avoir un indice de confiance plutôt faible. Parce que œuf de vache, il n'a jamais vu, mais comme on lui force à donner, comme il est forcé de donner une réponse, il va donner la réponse la plus probable, mais il risque d'avoir un indice de confiance, je ne sais pas, de 0,5 ou 0,6 sur 1. Je schématise peut-être. Par contre, si vous lui posez la même question avec combien pèse un œuf de poule, il va sûrement vous donner la même réponse. La même, mis à part vache, là, il va vous donner la même réponse. Mais là, lui, en interne, il aura un indice de confiance bien plus important. Okay ? Donc ça, c'est vraiment la base. Un petit point sur la suite en intelligence artificielle, en recherche sur l'intelligence artificielle. Alors, moi, je ne veux pas faire de prédiction, parce que c'est très compliqué. Si vous m'aviez dit il y a 2 ans qu'un modèle comme ChatGPT allait exister puis donner ce genre de résultats, j'aurais été plutôt sceptique. En l'occurrence, voilà, ça a eu lieu. Donc le jeu des prédictions, il est très, 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 très difficile à faire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, et bon, c'était déjà le cas, mais c'est encore plus le cas, les investissements sont massifs en intelligence artificielle. Et qui dit investissement massif dit forcément les meilleurs talents qui vont aller sur ce domaine-là.
Là, récemment, Facebook a produit un modèle similaire à ChatGPT. Là. Ils viennent de le sortir. Ça a été fait essentiellement en France, hein, d'ailleurs. Je crois que dans l'équipe, ils donnent les 2/3 ou les 3/4 de l'équipe. Ce sont des Français et ce sont quasiment tous des polytechniciens. Voilà. Donc, hein, ouais. Le département info. Donc beaucoup d'investissements et donc derrière les meilleurs chercheurs, les meilleurs ingénieurs qui vont aller travailler dedans et donc forcément le domaine va évoluer. Autre point important, on a vraiment une communauté très ouverte, très dynamique. Et puis bien sûr maintenant avec tout Internet, les échanges se font très 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 rapidement et les choses progressent très très vite. C'est compliqué, Raphaël pourra vous le dire, quand vous regardez votre fil Twitter, faut pas aller le voir tous les matins parce que tous les matins vous avez des nouvelles choses qui sont produites dans tous les sens et ça va vraiment très très vite. Clairement, vous allez avoir d'autres modèles similaires à ChatGPT qui vont voir le jour. Ça, je pense qu'on peut le prédire assez facilement. Des modèles qui vont être gratuits, contrairement et plus ouverts que ChatGPT. Ça va arriver sûrement dans les mois qui viennent. Ils vont également s'améliorer, ces modèles. Mais alors, jusqu'où? Ça, je ne répondrai pas. Je ne prendrai pas ce risque. Voilà. Merci. Merci beaucoup, David, Raphaël. Vous avez réussi à nous simplifier toute la recherche au niveau de l'intelligence artificielle en un temps court et qui nous donne l'impression d'en savoir beaucoup plus sur la recherche maintenant autour de l'intelligence artificielle. Donc, merci et surtout de nous avoir expliqué concrètement ce qu'on fait ici au niveau de la recherche et de voir des exemples concrets d'intelligence artificielle au service de la personne pour mieux nous aiguiller. Donc, merci beaucoup. L'intelligence artificielle, c'est également, depuis le début, ça nous bouscule au niveau de notre enseignement. Et nous avons avec nous Stéphane Fontaine, qui est enseignant en lettres au lycée Germaine Tillon à Montbéliard, qui est également conseiller numérique à la délégation régionale numérique pour l'éducation, pour la région académique Bourgogne-Franche-Comté. Et toi, Stéphane, tu vas nous replacer notre sujet au cœur pour ces 15 prochaines minutes. Donc, nous expliquer en fin de compte ce ChatGPT, ça nous bouleverse, mais est-ce que derrière tout ça, ça serait peut-être une opportunité? Peut-être. Alors, bonjour. Voilà. Alors, juste une petite présentation de ce que c'est que la DRNE. La DRNE, c'est la délégation régionale au numérique éducatif à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté. On a plusieurs missions, dont vous voyez celles qui sont en gras, principalement impulser, faciliter, mais conseiller, coéduquer, former, accompagner. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est là, parce que on voit bien que, c'est des petites citations que j'ai trouvées à droite à gauche, que ça cause dans les salles des profs, hein, ou ça cause pas dans les salles des profs, et c'est presque pire, c'est-à-dire que ChatGPT, ça arrive, il y en a qui savent que ça arrive et qui s'interrogent. Alors, c'est le fameux pharmacone de Bernard Stiegler, c'est soit il faut s'en séparer parce que ça va me blesser, ça va me toucher, soit c'est quelque chose qu'il faut que j'utilise à des fins positives. Et ça oscille, il n'y a pas de demi-mesure, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont vous dire que, comme ils nous ont dit des fois, ça serait bien que vous coupiez Internet, hein, ça me faciliterait la vie. Donc si vous pouvez m'interdire ChatGPT sur l'Internet de l'établissement, ça serait parfait. Et ceux qui vont un petit peu s'en servir. Alors vous allez voir dans ce que je vais vous présenter par la suite que pour l'instant, il n'y a rien d'institutionnel. Sauf qu'il y a quand même de la réflexion qui se passe et puis un positionnement qui est plus, je dirais... accompagnant que interdisant. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans les réflexions qu'on a avec un certain nombre de modèles qui évitent la peur, en fait. C'est ça qu'on essaye de faire. Alors, je vous ai trouvé quelques exemples de collègues en France qui communiquent sur ce qu'ils font. Alors, on est bien d'accord que c'est des collègues qui communiquent sur ce qu'ils font. Alors, ils pourraient aussi communiquer sur des choses complètement négatives. J'ai fait le choix de sélectionner ceux qui disaient qu'on pouvait en faire quelque chose, parce que ceux qui disent qu'on ne peut rien en faire et qu'il faut l'arrêter, il y en a plein, vous les trouverez, ce n'est pas la peine de les citer. Alors par exemple, cette première collègue, là, je ne sais pas si vous voyez, elle dit moi je m'en sers pour essayer d'apprendre une langue étrangère, parce que l'objectif, c'est qu'effectivement, mes élèves, ils apprennent une langue étrangère. Donc elle explique, hein,
je m'entraîne à l'interaction orale pour moi grâce à des dictées vocales, des jeux de rôle, etc. etc. Elle s'aperçoit, elle est prof d'anglais, que quand elle pose des questions, voire même quand elle pose des questions qui pourraient tomber dans des sujets d'examen, et vous verrez tout à l'heure que ça peut fonctionner, eh bien, elle a des élèves qui sont capables de progresser, avec un premier problème, c'est que pour faire progresser un chat, eh bien, il faut parler avec lui. Et que pour parler avec lui, il va falloir lui poser des bonnes questions. Parce que si on ne lui pose pas les bonnes questions, il va nous donner des lieux communs, puis ça ne peut pas forcément être très intéressant. Le deuxième exemple, c'est un autre collègue qui, lui, alors, il est joueur, il se dit, tiens, je vais lui demander de me créer des dictées. Pourquoi des dictées? Parce que je pourrais différencier les dictées avec les niveaux de mes élèves. Et alors, faire une dictée, c'est quelque chose, mais si je commence à vouloir faire 5-6 dictées, ça fait 5 ou 6 fois plus de travail. Alors, en conversant avec ChatGPT, il arrive à produire. Puis alors, comme il est un petit peu joueur, en plus, il lui dit, j'ai trouvé un autre outil, eh bien, ça va me la transcrire en audio, parce que j'ai quelques élèves pour qui c'est compliqué de lire, alors l'audio, voilà. Et il dit, voilà, je fais 5-6 dictées avec de l'audio en moins de 5 minutes. Donc, finalement, la différenciation pédagogique, c'est possible, alors que le reste du temps, c'est 5 ou 6 fois plus de travail, il faut que je me pose des questions, etc., etc. Je vous ai mis un lien, là, si on vous distribue la présentation. Il y a un collègue qui a essayé de lister les pratiques qu'il a. Il est dans un établissement qui fait à la fois collège et lycée, donc il a des pratiques un petit peu dans tous les sens. Alors après, on en a d'autres qui essayent de jouer avec leurs élèves. Françoise Cahin, elle a essayé, là, vous avez vu, elle a fait un mur collaboratif, et puis... elle a posé des questions à ChatGPT et le travail de ses élèves, c'est de dire, maintenant, va me dire si ce que me répond ChatGPT, c'est pertinent. Alors, elle a des binômes, là, on a leur prénom, et puis les élèves, ils réagissent et ils disent, ça c'est pertinent, ça c'est pas pertinent. Et des fois, ils se trompent, hein, parce que ChatGPT, il a fait un vrai truc pertinent, mais l'élève, lui, il pense que c'est faux. Parce que dans son analyse, il pense que c'est faux. C'est comme en classe d'habitude. Hein. Je veux dire, vous demandez à un élève de corriger un truc juste, il peut même vous trouver que c'est faux. Je veux dire, parce qu'il ne comprend pas pourquoi c'est juste ou faux. On est dans des phases d'apprentissage. Et dans ce cadre-là, ChatGPT, c'est intéressant parce que, vous avez vu, il propose des tas de réponses. Voilà. Un autre qui s'est amusé, vous voyez, peux-tu faire une carte mentale sur la peste de Camus? Vous voyez, c'est le genre d'exercice scolaire, résume-moi la peste de Camus. Alors, il vous fait une carte mentale qui n'est pas très jolie. Pour ceux qui savent comment fonctionnent les cartes mentales, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de mise en forme, il n'y a pas d'appui avec des pictogrammes qui sont nécessaires à l'apprentissage, etc. Mais n'empêche que c'est juste, que les thèmes qui sont développés dedans, ils sont justes. Moi, si mes élèves de seconde, je leur dis ça, je ne suis pas sûr qu'ils vont tous arriver à faire ça, et encore moins en quelques secondes, quoi. Donc, ça questionne. Est-ce que, si on les faisait partir de ça, ils ne gagneraient pas un peu de temps? C'est une vraie question. On a des collègues qui ont même essayé de demander la création de QCM. Fais-moi un QCM de 20 questions avec 5 réponses, dont une est juste. Et voilà, sur une œuvre, hein, moi j'ai joué à ça sur alors j'enseigne les lettres, hein, c'était la versification, hein, ça fait pas toujours rêver tout le monde, mais voilà, c'est comme ça. Et puis après je me suis dit, mais quand même, si je voulais faire un vrai QCM, s'il pouvait me l'exporter dans un format Excel pour que je puisse l'importer dans un outil de QCM, ça serait bien. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'exporter ça dans un format Excel? Alors il m'a dit, dans un format Excel, je peux pas, mais dans un autre format qui permettra une utilisation des données, je peux. Et donc, en moins de 10 minutes, j'avais fait créer un QCM de 20 questions avec 5 réponses, etc. Il m'avait sorti un fichier, je l'ai importé dans un outil et je pouvais faire un QCM avec mes élèves. Et je me dis, QCM qui va être auto-corrigé, hein, parce qu'il faut aller jusqu'au bout du truc. Hein. Je veux dire, si je fais tout ça, c'est quand même pas pour faire du zèle après à cocher des petites cases. Et ça marche. Et honnêtement, la réponse était bluffante quand tu disais il y a un effet époustouflant. Oui, il y a un effet waouh sur le moment. Je veux dire, on se dit tiens, je vais balancer des trucs. Et alors évidemment, la versification, il n'y a pas de polémique. Je veux dire, c'est des définitions, voilà. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qu'il va falloir un petit peu réfléchir parce que voilà, il y a des choses. Voilà, la collègue l'a présenté Candide de Voltaire pour l'oral du bac. Je veux dire. C'est un truc qui tombe, hein. Il y en a peut-être même qui ont été interrogés dessus. Voilà, il est capable de faire un certain nombre de choses assez facilement. Et vraiment, ça questionne. Et pour jouer, moi, au mois de décembre, quand j'ai joué avec ChatGPT, j'ai pris le sujet du DNB en français, hein, du brevet, et puis il y a une partie rédactionnelle, j'ai collé le sujet, hein, j'ai fait copier-coller, et j'étais vachement embêté parce qu'il fallait que je lui mette une bonne note, quoi. J'ai fait pareil avec le sujet d'histoire géo. Alors, j'enseigne pas l'histoire géo, et il y a une partie comme ça aussi. Je me suis dit, c'est pas mal quand même. Bon, j'enseigne pas en collège, mais par contre, je me suis dit, ce ne sont des sujets qui ne font qu'interroger de la mémorisation.
Donc ce n'est pas un problème. Je veux dire, vous l'avez dit, il y a des bases de données monstrueuses. Donc ces informations-là qu'on apprend à un élève de 3e, forcément, elles sont connues de quelqu'un d'autre. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Et il faut avoir cette humilité-là, peut-être un moment de se dire que, en tout cas, moi j'enseigne dans le second degré, on n'enseigne pas des connaissances révolutionnaires sur un certain nombre de choses, et il peut y avoir un certain nombre d'éléments qui pourraient être intéressants. Alors, voilà, puis on réfléchit, puis je suis tombé sur un petit article. Hein, il ne faut pas faire semblant d'être dans un monde qui ne travaille qu'avec son cerveau. Je veux dire, ça fait combien de temps, j'en entendais qui disaient, oui, les étudiants, ils trichent. C'est vrai que c'est hyper nouveau que les étudiants, ils trichent. Enfin, je veux dire, les élèves, pareil. Hein, je veux dire, c'est hyper nouveau qu'on ne recopie pas des bouts dans des livres. Enfin, je veux dire... Donc, moi, je me suis dit, finalement, mais c'est déjà une réflexion pédagogique qui a lieu. Je veux dire, quand on fait un document de collecte sur une recherche sur le web pour chercher des éléments, ben, je suis déjà en train de tricher. C'est-à-dire, je suis allé copier des bouts, je les mets dans mon traitement de texte, j'organise des trucs. Est-ce que pour autant c'est grave? Je ne suis pas sûr que c'est grave que je suis allé faire lire dans une encyclopédie un élève pour qu'il fasse une compilation de contenu qui pourrait lui servir à apprendre des trucs. Je veux dire, j'ai même l'impression que je suis payé pour ça. Il y a des moments, je veux dire, donc je me cache pas, voilà. Et puis, ça m'a fait souvenir un peu ce que disait Michel Serres. Hein, si vous avez lu un petit peu ses ouvrages, le philosophe, il nous disait, le problème, c'est que les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que je suis en train de me dire qu'avec les outils qu'on a à notre disposition, mais aussi avec un outil conversationnel, je peux, si je sais converser avec cet outil. Et là, on a un vrai problème de travail, parce qu'il faut quand même un minimum d'expertise pour poser des questions qui ont du sens. On est quand même en train de se dire que des tâches de bas niveau cognitif, eh ben, elles ne vont pas forcément être tout le temps valorisées. Alors c'est important de mémoriser, d'apprendre par cœur des trucs, tout ça, mais ce n'est pas forcément ça qui va se passer tout le temps. Et dans un certain nombre de mesures, il va être intéressant d'aller plus loin. Voilà. Soyons tout à fait honnêtes sur ce point, il va falloir rapidement revoir la nature de nos enseignements. C'est-à-dire que si je demande simplement à un élève d'aller me faire la biographie de Victor Hugo, 15 ans en arrière, il fallait que j'aille au CDI, que je demande le livre à la dame, je le sors, je le recopie à la main, voilà, et puis je montrais ça à mon prof et il me disait « Ah, c'est bien, tu as bien travaillé ». Maintenant, il écrit Victor Hugo dans le moteur de recherche, ça lui donne des trucs, il m'imprime la page et il me dit « J'ai fini le travail ». Et je me dis « Oui, mais non, en fait, je veux dire, parce que tu sais qui c'est ? Non, vous n'aviez pas dit qu'il fallait lire. » D'accord ? Et donc je me dis, si je continue à lui demander la biographie de Victor Hugo, de Voltaire ou de je ne sais pas qui, ça risque de mal finir, quoi. C'est-à-dire qu'il va m'imprimer des pages et puis il ne saura même pas qui c'est ce personnage. Et donc moi je me dis, et on le voit, hein, l'école des lettres, hein, moi je vis dans un univers particulier, hein, voilà. Il va falloir peut-être revoir les devoirs à la maison. Il va peut-être falloir revoir ce qu'on met dans les évaluations. Il va peut-être falloir revoir un paquet de trucs, voire même comment j'enseigne. Parce que plutôt que ça soit moi qui fasse le cours magistral, peut-être ça pourrait être mes élèves qui le fabriquent, et puis peut-être qu'ils pourraient le fabriquer avec des assistants. Alors on va l'appeler ChatGPT puis il s'appellera autrement dans 6 mois, dans 8 mois, dans 9 mois. Et puis peut-être que ça va s'enrichir, puis que ça pourrait être intéressant que ça soit mon rôle, moi, ça soit de les accompagner pour savoir si ce qu'ils sont en train de construire, c'est quelque chose qui permet la créativité, l'intelligence, etc., etc. Et à ce titre-là, eh bien, il va falloir qu'on change notre fusil d'épaule. Si on continue à penser de manière peu humble que parce que je suis prof de lycée, je suis détenteur d'un savoir que les autres ne pourront pas accéder, je crois qu'il va falloir quand même faire un petit peu attention parce qu'il y a des élèves qui savent lire, puis qui comprennent parce qu'ils sont doués d'une intelligence personnelle qui, finalement, peut les aider. Alors, si on en revient aux avantages de ChatGPT, on peut créer des questions et des exercices dans sa matière. On peut même les faire créer aux élèves. Hein. Alors, c'est sûr que ça demande un numéro de téléphone, je crois, pour s'inscrire, etc. Mais c'est des choses qui vont se résoudre. On peut les aider à améliorer leurs compétences en écriture. Quand l'outil reformule des phrases maladroites, corrige des erreurs grammaticales, le seul regret que j'ai, moi, c'est qu'ils ne disent pas explicitement ce qu'il a fait. Parce que j'ai besoin de travailler sur le point grammatical, parce que c'est mon fonds de commerce. Mais je veux dire, est-ce que je préfère lire une copie bien écrite qu'une copie mal écrite ? Enfin, choisissez, mais moi, c'est tout choisi. Hein. Je veux dire, il y en a une, je mets plus de temps à comprendre ce qu'il y a dedans, puis l'autre, moins. Alors, j'essaye d'être efficace. Je préfère une qui est bien écrite. Je peux demander à créer un texte de base pour une activité en classe. C'est bien, ça.
On a des élèves, ils sont devant la page blanche, ils ne démarrent pas. Peut-être que ça pourrait être un truc pour démarrer. Moi, je lui ai demandé, fais-moi le résumé du Père Goriot en 50 mots en utilisant ce mot-là et ce mot-là. On était en train d'étudier ça. Je ne sais pas, 15 secondes après, il l'avait fait. Je me dis, la vache. Et si mes élèves faisaient ça, je serais super content. Enfin, je veux dire, même en 10 minutes, hein, j'aurais aimé qu'ils le fassent. Donc, on a utilisé pour apprendre les langues, ça on l'a vu, hein, vous l'avez vu, mais moi, je leur fais apprendre la langue française à mes élèves. C'est-à-dire qu'on passe aussi dans un registre soutenu, etc. Donc, si je suis capable de lui dire, améliore tel point, reformule ta phrase comme ça, tu disais, j'ai demandé de le faire avec humour. Qu'est-ce que ça veut dire écrire avec humour, sois ironique, etc. Il y a du travail qui peut être aussi vecteur d'amélioration. On voit les étapes et puis on peut voir ce qui se passe. Et puis, comme source d'inspiration. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, voilà, moi, je vous ai fixé aussi des pistes de réflexion sur l'éducation en IA. C'est pas de moi, c'est basé sur les travaux de... comment elle s'appelle? J'ai oublié son prénom. Romero, Madame Romero... j'ai oublié son prénom. Voilà, vous voyez bien, elle dit consommation passive, consommation interactive, création de contenu, co-création de contenu, co-création participative de connaissances. Vous voyez bien que si j'ai un élève qui développe des compétences violettes, là, il est prêt à aller faire des tâches pour travailler avec des gens qui ne sont pas juste j'ai regardé, j'ai mis les mots dans le traducteur et il a traduit. D'accord? Parce que si c'est que ça, bientôt on n'aura même plus besoin de lui demander ces mots. Le prof, il interrogera directement le traducteur, il aura une réponse, toutes les notes seront bonnes, etc., etc. Donc on voit bien qu'on a des modèles qui vont devoir être pris en compte pour aller vers des choses où la créativité de nos élèves, elle doit être valorisée. Alors, des petits problèmes d'éthique, en préparant, on s'est dit que ça serait quand même bien de discuter. On voit que dans ces petits problèmes-là, est-ce que utiliser ChatGPT, c'est tricher? Je crois qu'on a déjà partiellement répondu. Hein, mais on voit que les gens s'inquiètent. Hein. Est-ce que ça propage des informations et des concepts erronés? Oui, mais au café du commerce aussi. Hein. Je veux dire, se heurter à la barrière de la prétendue expertise. Oui, oui, oui. Je veux dire, et comme il a l'air super assuré, on se dit, il doit avoir super raison. Mais dans les conversations avec des gens, des fois, on a des gens qui mènent une belle argumentation et qui vous mènent en bateau parce que l'argumentation, elle est bien menée. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils sont détenteurs de la vérité. Travaillez sur les complotistes, vous verrez que si vous n'êtes pas prêt à aller argumenter contre un complotiste, à la fin, il vous a convaincu, hein, parce que lui, il est prêt. Hein. D'accord ? Inciter à la paresse intellectuelle, évidemment, hein, on sait que tous les élèves et les étudiants sont d'abord des paresseux, hein, et nous également. Donc je pense que si la paresse pouvait être un vecteur de développement de l'intelligence, je parie pour une paresse constructive. Aggraver les inégalités, puisque c'est pour l'instant des outils qui sont ouverts à tous, je ne sais pas, si ce n'est peut-être l'inégalité par rapport à celui qui saura poser des questions et converser intelligemment par rapport à un autre qui ne pourrait pas. Est-ce que les concepteurs de ChatGPT ont annoncé que l'outil pourrait devenir payant? Ben, peut-être. Mais il est déjà. Et puis, il y en aura peut-être qui ne le seront pas. Et puis, voilà. Mais moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas. Accentuer la perte de valeur de l'enseignement. Alors, moi, je ne crois pas. Hein. Y a un pédagogue belge qui s'appelle Marcel Lebrun. Il dit si vous pensez que les profs pourront être remplacés par une machine, c'est que vous allez être remplacés. C'est que ce que vous faites est remplaçable. Sinon, si vous... Il parle des enseignants. Hein. Et si vous pensez que votre acte, pour l'instant, ne peut pas être remplacé par une machine, c'est qu'il n'est pas remplaçable par une machine. Et pour l'instant, il y a encore beaucoup d'actions d'accompagnement de nos jeunes dans les classes où la machine, elle ne nous aidera pas. Il faut aller discuter avec eux, échanger avec eux. Donc moi, cette inquiétude-là, elle n'est pas importante. Pédagogiquement, l'enseignant, il a encore un rôle à jouer. Détenteur de connaissances uniques, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pas sûr. Enfin, c'est plus sûr déjà depuis très longtemps, quoi. Les problèmes mathématiques éthiques, hein, autonomie humaine au défi de l'autonomie des machines, mais ça, c'est des grandes réflexions. Les biais, la discrimination, l'exclusion, ça a été plus ou moins évoqué. On a eu des IA qui devenaient racistes en moins de 15 jours. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des choses à regarder. La fragmentation algorithmique, la personnalisation contre des logiques collectives, bon, ben, ça, faire du collectif, ça n'empêche pas d'avoir des individualités qui se fonctionnent. Je veux dire, c'est pas grave. Limitation des méga-fichiers, équilibre à réinventer, qualité, quantité, pertinence, identité humaine au défi de l'intelligence artificielle. On l'a bien dit, hein, l'être humain, nativement, sait mettre du contexte, faire donner du sens, etc. La machine, elle ne comprend rien. Donc, et c'est pas ce qu'on lui demande. Elle calcule et c'est tout, quoi. Voilà, je terminerai comme ça. Hein. Quand on lit fleur artificielle, on sait que ce n'est pas une vraie fleur. Quand on lit paradis artificiel, on sait que ce n'est pas un vrai paradis. Quand on dit neige artificielle, on sait que ce n'est pas de la vraie neige.
quand on lirait, que pensez-vous quand vous lirez intelligence artificielle? Voilà, pour le débat, hein, qu'est-ce qu'on va faire du travail à la maison, des devoirs à la maison? Mais c'est déjà une question qui se pose avant le ChatGPT. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire des modalités d'évaluation? Qu'est-ce qu'on va faire des stratégies et des phases d'apprentissage? Et qu'est-ce qu'on va faire des compétences et de la vérification de l'information? Ça, pour l'instant, ce n'est pas la machine qui va le faire. C'est bien les humains dans le contexte qui sont en capacité de dire et de faire la recherche pour savoir si c'est juste ou si c'est faux. Voilà, j'en ai fini comme ça. Merci beaucoup Stéphane. Tu as pu répondre à toutes les inquiétudes, les risques qu'on entend, d'avoir des arguments et tu nous donnes pas mal de travail, de questions et c'est que le début. Notre dernier conférencier pour ce soir, c'est toi Adam. Adam Duperron, tu es ingénieur techno-pédagogique. Tu travailles à l'Université de Franche-Comté au Centre d'accompagnement pédagogique, SUPFC. Et pour cette dernière conférence, tu vas nous expliquer un petit peu que derrière ChatGPT, qu'on a entendu parler depuis le début de cette soirée, bah c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Donc je te laisse la parole. Merci. Alors bonjour à tous. Donc moi c'est Adam. Donc, je travaille au SUPFC, essentiellement à Besançon. Donc, il y en a beaucoup parmi vous que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. Je parle en particulier des enseignants de l'université. Ce que je fais dans mon service, ça sera utile pour la suite, c'est travailler avec les enseignants pour identifier les moyens de travailler sur les outils pédagogiques. En gros, comment transformer un outil pédagogique, une diapo, en une activité pédagogique qui serait plus intéressante pour les étudiants, qui permettrait à l'enseignant de mieux évaluer. Donc pas mal de petites choses qui pourraient être en lien avec justement ChatGPT aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour cette petite conférence, on va voir 3 points essentiellement. D'abord, le fait que ChatGPT n'est pas la seule IA qu'on rencontre aujourd'hui, et en particulier dans l'éducation, ce n'est pas la seule qui pose des questions et qui mène à des risques de plagiat en fait. Dans un deuxième temps, on va voir comment est-ce qu'il est possible d'évaluer en dehors du champ d'action de ChatGPT. En gros, comment est-ce qu'on fait pour éviter le risque de triche à l'aide de cet outil. Et enfin, on va voir comment intégrer ChatGPT dans ses enseignements. On l'a évoqué déjà tout à l'heure avec les collègues. Il est possible d'utiliser l'outil dans son enseignement et on va voir quelques petits exemples qui pourraient être intéressants pour vous et aussi pour nous quand on fait des formations ou des cours. Alors, en particulier pour les enseignants qui sont du second degré, certains de ces outils pourraient vous intéresser. En fait, il s'agit ici de voir qu'il existe beaucoup d'IA différentes qu'on peut retrouver sur le net qui permettent de concevoir des outils ou des méthodes de résolution de problèmes que vous posez à vos étudiants. Donc, je pense en particulier à Photomat. Photomat, c'est un site qui permet de scanner. C'est pas un site, du coup, c'est une application. Excusez-moi. Une application qui permet de scanner en fait un problème mathématique. Il traduit en fait le problème mathématique qu'il lit. Et après, il vous permet d'abord de le résoudre et ensuite de vous donner une illustration graphique de ce problème. Donc, ça peut être utilisé à la fois au collège, au lycée. Et ça peut poser quelques difficultés pour les enseignants qui cherchent à faire des exercices à la maison à l'aide d'exercices assez simples et des énoncés qu'on peut retrouver dans les manuels scolaires. Pour Poème Générateur, pour sa part, il crée des poèmes, différents types de poèmes. Pour les profs de lettres en particulier, ça peut poser quelques questions. Textio, qui permet l'analyse de documents, ou encore Cygène, qui, lui, est plus orienté recherche. On va en discuter maintenant. Ça va peut-être vous permettre de comprendre que, d'une part, l'intelligence artificielle n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une fatalité, puisqu'il y a des moyens de lutter contre, mais en même temps que les moyens sont un petit peu limités. Alors, s'agissant de Cygène, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler, en particulier les chercheurs. En fait, c'est un site qui a été créé par le MIT, qui permet de concevoir des pseudo-articles scientifiques. Ça a été créé en 2005, donc ça remonte déjà quand même. Et en fait, ce site a permis de mettre en évidence
un scandale qui est apparu. Donc Cygène permettait de créer des pseudo-articles. Vous entrez simplement le nom de quelques auteurs, donc par exemple vous, les Dalton, Lucky Luke, et derrière, il vous crée un article qui ressemblait à un article scientifique, qui en avait les formes, qui en avait un contenu qui était un petit peu, on va dire, hasardeux, même beaucoup hasardeux, je dirais, et qui permettait derrière à des personnes de publier soit dans des revues quand ça passait, soit de publier simplement sur Internet et en étant cité derrière. Ça a créé un réel scandale, pas tant Cygène, mais surtout le phénomène qu'il a illustré, parce que les paper mills, en fait, c'est ce qu'on appelle des mines de production de pseudo-articles scientifiques. Et ces articles, en fait, on en a trouvé beaucoup sur le net, mais aussi dans les maisons d'édition. Un certain Guillaume Cabanac, un enseignant-chercheur de l'Université de Toulouse, a mis en évidence en fait, ce problème à l'aide de sa plateforme problématique Paper Screener, qui a permis en fait, d'identifier un grand nombre d'articles pseudo-scientifiques qu'on trouve dans les maisons d'édition les plus connues, donc même dans CIMED pour ceux qui connaissent, ou dans d'autres très grandes. Donc la plateforme permet d'identifier des articles problématiques, donc on peut dire qu'on a une sorte de résolution du problème. On retrouve les articles qui sont faux. Pour ChatGPT, est-ce qu'on peut faire la même chose? Est-ce qu'on peut retrouver les écrits, les textes qui sont faux? Eh bien, pour le permettre, je dirais que la première étape de l'enseignant, ce serait de travailler sur la prévention à l'utilisation. Donc, d'une part, l'enseignant, il ne fait pas que corriger des copies, il permet aussi, quand même, d'enseigner des choses, et notamment l'utilisation des outils de travail. Donc je pense en particulier à la sensibilisation aux règles de l'intégrité scientifique et du plagiat. Donc c'est, j'ai envie de dire, un grand cheval de bataille de l'université et de toutes les universités en France, qui se développe d'ailleurs depuis ces dernières années. Et on voit en particulier certains modules de formation qui apparaissent ces derniers temps, pour permettre à la fois aux enseignants de l'université, mais aussi aux étudiants, de comprendre ce qui retourne derrière la notion d'intégrité scientifique, qui recouvre à la fois le plagiat, mais aussi un grand nombre de notions. Et actuellement, d'ailleurs, dans mon service, on est en train de voir comment permettre aux enseignants de l'université de se former à ces questions-là. À côté de ça, une autre sensibilisation qui peut être menée, c'est sur les limites des générateurs automatiques de texte. Donc là, on en a eu un bon exemple lors des précédentes interventions qu'on vient d'avoir. C'est pas parce que ChatGPT a formulé un texte que le texte est bon. Et justement, il est important que les étudiants le comprennent. Derrière, on peut aussi faire évoluer le rapport entretenu par l'élève envers l'évaluation. C'est-à-dire que le fait que l'élève fasse l'exercice à l'aide de ChatGPT, démontre qu'il ne souhaite pas le réaliser lui-même. Ou alors, il souhaite le réaliser, mais avec assistance. Donc, comment est-ce que l'enseignant peut travailler pour permettre à l'étudiant d'éviter ces écueils, soit en lui donnant, que l'enseignant lui donne directement une assistance, de l'étayage à travers des outils numériques, par exemple, ou même des étayages à l'aide d'outils papier, qui lui permettrait de comprendre en fait, exactement de quoi retournent les questions ou les problématiques qu'il rencontre dans son exercice. Ou alors, on peut aussi travailler sur d'autres questions, c'est-à-dire sa motivation intrinsèque envers l'activité, envers l'exercice. Il y a beaucoup de choses en fait, qui sont largement faisables sur cette question. En fait, il ne s'agit pas là, avec ces solutions, de supprimer l'envie de l'étudiant d'utiliser ChatGPT. Ce n'est pas du tout l'idée. C'est surtout de permettre un usage plus sain de l'outil. Même si cette notion est tout à fait subjective, hein, mais bon. Derrière, on peut aussi travailler sur la conception d'un enseignement qui serait moins sensible à l'utilisation de ChatGPT. Il y a une solution très simple qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, c'est débrancher la salle. Supprimer Internet, le couper, on a des brouilleurs qui ont déjà été installés dans des universités et près de pas mal d'amphis, mais on va dire que ce n'est pas une solution pérenne, en particulier pour l'enseignement à distance. Dans le cadre de l'enseignement à distance, je pense à Moodle pour les enseignants d'université ici. On a l'activité test dans Moodle qui permet d'utiliser le plugin Safe Exam Browser. Désolé pour l'accent anglais. Et l'idée, c'est que cet outil permet de bloquer l'étudiant et de l'empêcher d'utiliser le navigateur web de l'appareil qu'il utilise. Donc sur son ordinateur à lui, il ne pourra pas naviguer sur d'autres pages web. Et ainsi, en fait, on évite qu'il clique sur
nouvel onglet, ChatGPT, dis-moi la réponse de cet exercice. Voilà. Bon, clairement, il y a beaucoup de limites à ça, hein, on pourra en discuter si vous le souhaitez. Ensuite, d'autres solutions peuvent être de rédiger des consignes contextualisées. Comme on l'a dit tout à l'heure, ChatGPT maîtrise très mal le contexte. Si vous présentez une grande situation, un intitulé assez long, et ensuite des petites consignes qui sont liées à un grand intitulé, il est assez difficile pour ChatGPT de comprendre l'ensemble des informations et de bien les relier. Surtout quand les questions aussi sont dépendantes, enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Si vous faites référence aussi à des situations que l'élève a connues pendant sa vie en classe et qui sont implicitement citées dans l'énoncé, ChatGPT ne va pas pouvoir les reconnaître. Ce n'est pas dans sa banque de données le vécu de l'élève. Donc là-dessus aussi, ça devrait aller. Concevoir un QCM intelligent, c'est une petite notion qui est développée aussi dans la recherche sur l'éducation. Il y a pas mal de petits éléments sur lesquels l'enseignant peut travailler. Je pense par exemple à l'élément poser 5 questions en lien avec un apprentissage critique qu'on vise, qui permet de valider un apprentissage critique. Si l'étudiant, par exemple, réussit 3 fois je vais y arriver là, cette phrase. Réussit à répondre correctement à 3 questions liées à un apprentissage critique, alors l'étudiant pourra valider l'apprentissage critique visé. Il y a ça comme solution. Il y a aussi le fait de proposer des phrases très différentes les unes des autres, qui sont toutes presque vraies, sauf une qui est totalement vraie, mais qui ne sont pas tout à fait reliées. C'est-à-dire, dans tel contexte, est-ce qu'on peut dire qu'une phrase, ensuite une autre phrase qui est vraie, mais dans un autre contexte qui est lié à autre chose, et ainsi de suite. Je ne sais pas si ça fait clair, on pourra en discuter. Ensuite, créer des activités complexes. Ce n'est pas que du QCM, hein, l'évaluation, vous le savez très bien. Il y a aussi des activités qui peuvent se faire en classe, pour ceux qui sont surtout dans le secondaire ou dans le primaire. Il y a des activités qui peuvent se faire par projet, des choses qui se font avec des groupes de TD, mais aussi en dehors des temps de classe, en invitant les étudiants à travailler en groupe, ou alors tout seul sur la production d'un écrit assez long, s'appuyant sur des éléments plus concrets. Et enfin, la mise en œuvre de l'APC dans les enseignements. S'il vous plaît, les enseignants de l'université, ne criez pas. L'APC, c'est bien, d'accord. L'idée, en fait, c'est de permettre de travailler... Enfin, je dis ça à l'UUT, donc je ne prends pas de risque, on est d'accord, hein. Non, mais j'ai eu des échanges assez récemment avec des enseignants, c'est pour ça que je dis ça. Et du coup, la mise en œuvre de SAE permet justement le travail interdisciplinaire sur plusieurs notions. Et donc, d'éviter que ChatGPT se focalise sur un champ disciplinaire de texte, par exemple, et de répondre de manière très orientée, sans prendre en compte l'ensemble de ce qui a été vu en classe. Et donc, du coup, de mobiliser les apprentissages critiques visés par l'évaluation. Ensuite, reconnaître l'utilisation de ChatGPT lors de la correction des copies. Le premier argument, je précise bien, c'est au doigt mouillé, hein. On voit bien qu'il y a un type de rédaction actuellement qu'on peut retrouver dans les réponses de ChatGPT. Quand vous lui demandez d'écrire, par exemple, une petite dissertation ou des choses comme ça, la conclusion se finira très souvent par la reprise stricte et mot à mot des titres de chaque partie qu'il va vous présenter. Il y a vraiment en fait une structure qui est typique, qui est reconnaissable de ChatGPT pour l'instant. Et le pour l'instant est important parce que vu que l'IA est amenée à évoluer, et ben, ça risque de ne pas durer. Mais il y a toujours en fait, des petits éléments qui permettent quand même de reconnaître un petit peu à l'œil que c'est du ChatGPT. Ça ne veut pas dire que l'étudiant n'écrira pas de cette manière, mais ça peut être un indice. Voilà. On a des outils de détection du plagiat de manière plus globale. À l'université, on dispose de Compilatio, qui a à la fois un site web qui est parfois moins consulté que le plugin Moodle qu'on a chez nous dans les activités tests et devoirs. Mais aujourd'hui, c'est encore peu efficace sur pas mal d'éléments, à la fois sur ChatGPT parce que Compilatio n'intègre pas encore toute la banque de données dont dispose ChatGPT aujourd'hui, et en même temps Compilatio déjà lui-même avant ChatGPT se base sur une bibliographie, en fait une banque de données qui est elle-même très limitée. Donc l'outil déjà avant ne permettait pas de savoir de manière assurée si l'étudiant avait fait du plagiat ou non.
on a des outils de détection de ChatGPT qui se développent. On a à la fois Compilatio, oui, ils travaillent dessus actuellement. Ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, en fait, j'ai oublié de mettre le lien. Mais si vous allez sur le site de Compilatio, vous pouvez tester on va dire, une version test de l'outil de détection qu'il développe. Ça va. Honnêtement, il reconnaît un petit peu si ça a été réalisé par ChatGPT ou pas. Ça reste très limité et c'est encore en travail. GPT-0, j'ai fait un test. Il m'a dit, c'est assurément un humain qui l'a écrit. Et non. Non, c'est une réponse que m'avait fournie ChatGPT à une question que je n'ai pas citée, mais j'aurais pu. Détecteur DNGi, de toute façon, je vous remettrai les liens et tout ça quelque part. En fait, on vous partagera les diapos. 20% d'erreur, c'est celui qui, d'après le test en fait unique que j'ai réalisé là-dessus, avait le moins de pourcentage d'erreur. Donc c'est assez intéressant. Et Writer, qui peut être aussi consulté, mais qui était complètement erroné, qui a cru à 100% que c'était moi qui l'avais rédigé, le texte que je lui ai fourni, et en fait, pas du tout. Par contre, en fait, tous ces outils, on va dire que ça arrive a posteriori. C'est-à-dire qu'il faut que l'outil ChatGPT avance et, on va dire, se fixe à un instant T, pour que derrière, les autres outils de détection puissent s'appuyer sur cette base et essayer de rattraper le retard pour dire si c'est l'outil qui a pu fournir cette réponse. Donc les outils de détection seront toujours en retard, mais il faudra faire avec. Voilà. Disons que c'est bien, c'est pas mal, ça peut aider, mais ça ne permettra pas de résoudre le problème. L'enseignant peut mobiliser ChatGPT en classe pour pas mal de choses. Je vous en parlerai peut-être après dans les échanges. Il y a un site Google qui a été développé, j'ai vu ça en fait juste en arrivant tout à l'heure, qui a développé en fait une recension, une petite base de données sur toutes les utilisations qu'on peut avoir de ChatGPT en classe, avec des expériences d'enseignants partout dans le monde. Et c'est écrit en français, donc c'est assez pratique pour le consulter. Et ok. Donc on va le lire assez vite. Vous pouvez sensibiliser les étudiants à l'aide de l'IA, donc leur présenter un texte, vous leur dites que c'est pas terrible, vous leur expliquez pourquoi, vous demandez aux étudiants d'expliquer pourquoi. Ça peut relancer les étudiants, vous posez une grande question, comment allez-vous? Comme la personne ne répond. Et du coup, pour relancer les étudiants, vous demandez à ChatGPT sa réponse, vous voyez la réaction des étudiants à la réponse de l'IA, enfin bref, il y a des trucs à faire. De l'exemplification, par exemple, des étudiants n'arrivent pas à comprendre une notion que vous leur donnez. Pour vous, c'est évident, pour les étudiants, non. Vous tapez l'expression, vous lui demandez de donner un exemple, et ChatGPT pourra fournir un exemple qui sera peut-être assez, assez compréhensible pour les étudiants. Compléter une rétroaction, c'est assez pratique. On va la retrouver justement dans l'intérêt de ChatGPT pour les étudiants. Voilà, complément en cours. Ça peut servir aussi à la conception de sujets d'examen, comme tu le disais tout à l'heure, pour la conception de QCM en particulier. Hop, j'ai presque fini, vous en faites pas. Alors, l'étudiant, en fait, peut s'en servir. Alors, j'ai mis marqué en classe, hein, mais ça peut être chez lui. Pour trouver des exemples, justement, qui permettent de les contenus abordés dans le cours. Des pistes de réflexion, par exemple, vous donnez à vos étudiants, par exemple au master, un sujet de recherche. L'étudiant va pouvoir, à partir de la réponse donnée par ChatGPT, trouver quelques, parfois, bribes d'informations qui pourraient lui-même permettre de débuter sa recherche. Il y en a qui pourraient contester, je comprends tout à fait, mais au moins, disons que ça peut donner quelques petits indices pour travailler à partir de ça. Ça peut être un complément de cours. Une rétroaction étayée, on l'a abordé, et ça peut lui permettre de bénéficier d'un accompagnement plus individualisé. Il y a en fait un petit travail qui est réalisé par Monsieur Husser, qui s'appelle professeurbob.ai, et c'est assez intéressant de le consulter. Il faudra qu'on vous envoie la diapo pour que vous puissiez le voir. On va être un peu short niveau temps. Vous en faites pas, c'est la dernière diapo. Les pistes de réflexion pour vous, ce serait de voir comment est-ce que ChatGPT peut être utile à la conception et la mise en œuvre de vos enseignements. En gros, c'est une réflexion qui paraît pertinente aujourd'hui, à la fois pour vous, pour savoir ce que les étudiants pourraient comprendre à l'aide de l'outil en complément de ce que vous abordez en classe, mais aussi pour d'autres choses qu'on a déjà évoquées. L'utilisation de GPT pourrait être utile aussi à vos étudiants, et c'est intéressant que vous identifiez par quels moyens et que vous l'intégriez dans votre cours. La conception de votre évaluation peut aussi risquer de
de subir la tricherie, et du coup, ce sera à vous justement de trouver des outils et des méthodes. Pour rappel, pour les enseignants de l'université, mon service est là. On est à Besançon, mais on peut travailler aussi en visio. Et voilà. Pas trop fatigué ? Merci beaucoup, Adam. Merci pour toutes ces informations et pour les outils que tu as présentés qui vont pouvoir servir aux enseignants présents, et d'avoir bien sûr rappelé aussi le service pour lequel tu travailles et qui est disponible pour l'ensemble des enseignants de l'université. On va passer à la partie débat pendant 20 minutes. Je suppose que par rapport à toutes ces informations que nos 5 conférenciers vous ont transmises, vous avez peut-être des interrogations, des remarques, des choses sur lesquelles vous aimeriez avoir leur avis. Et donc maintenant, la parole est de votre côté. ChatGPT pourrait être un de mes collègues. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment que ChatGPT devienne un collègue enseignant? Pas sympa cette question. Je vais me permettre de répondre en rigolant. Ouais, en fait, on a des très bons collègues. Pourquoi prendre une IA bête pour voilà. Donc non, bien sûr que non. Absolument d'accord. On a de très bons collègues. Donc au niveau des craintes pour les enseignants, c'est surtout la tricherie en fait. Si on a écouté un peu, beaucoup s'inquiètent de ça, mais lors des évaluations, et l'évaluation ça a toujours été un problème pour les profs, c'est toujours aussi compliqué. Donc par contre, moi, c'est au niveau de la première intervention sur le pré-entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire dire n'importe quoi à l'IA à condition de l'alimenter suffisamment en données fausses. Si je mets retraite 60 ans des milliards de fois, on risque... Évidemment, avec la statistique, on peut dire n'importe quoi. Et donc, le danger des biais, il est présent. Actuellement, justement, ChatGPT, en dehors de son modèle Transformer pré-entraîné, a beaucoup de filtres pour être poli, pour éviter d'aller sur des choses qui ne sont pas politiquement correctes, d'accord? Et rassurez-vous, toute cette expérience mondiale, on peut se connecter et poser des questions à ChatGPT, discuter avec ChatGPT. Chaque question, chaque dialogue que vous portez avec, vous ne faites rien d'autre qu'entraîner cette intelligence artificielle. Et rassurez-vous que derrière, il y a les spécialistes qui vont analyser la pertinence de ces réponses, de corriger et s'améliorer. Par exemple, tout au début, il était nul, mais carrément nul en arithmétique. D'accord? Voilà, dans un cours, il y a 100 têtes, je ne sais pas combien de pieds, il y a de lapins et de poulets. Combien de poulets, combien de lapins? Il connaît comment résoudre, mais le résultat, il est faux. Et c'était stupide parce qu'il pouvait vérifier lui-même si son résultat il est correct. Je vous rassure, après un mois, message, OpenAI, nous avons amélioré les compétences en maths de notre logiciel. Et, en conséquence, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Vous avez très bien saisi. Lui, il s'entraîne pour être capable de dire seulement 2 mots. Mais il pige rien. Rien du tout, rien de rien. D'accord? Autrement dit, il parle, il est très exploitable, par exemple, pour les scénarios, écrire des scénarios, demander des suggestions. Il y a quelqu'un, un barman, qui a fait un cocktail. Oui, voilà, j'ai mis ça, donne-moi 5 noms que je peux donner. Il a donné 5 noms qui n'existent pas. D'accord? Donc, il peut être créateur de ce point de vue, un excellent créateur. D'ailleurs, en art aussi, vous avez vu que même l'affiche qui est là, oui, l'étudiant qui l'a fait, il a utilisé DALL-E 2. D'accord? Donc, c'est un logiciel d'intelligence artificielle. Oui, aujourd'hui, Photoshop, c'est presque de suite. Oui. Et, première chose, il parle seulement, ok? Quand il s'agit des choses scientifiques, des choses
qui fait référence à des faits précis, il flotte. D'accord? Il n'a aucune pertinence dans ses réponses. Et après, dans l'enseignement, évidemment, surtout pas l'interdire, parce que je ne vois pas, c'est pareil comme on dit, voilà, on va interdire la voiture parce que, oh, voilà, on utilise tous le vélo. Le progrès, je ne peux pas l'arrêter. OK? Donc, ils sont là, les outils d'intelligence artificielle pour durer, mais il faut être vraiment que l'intelligence humaine ne se dégrade pas. Parce que d'après moi, le danger est ça, et ici, que l'homme habitué avec le confort, ben, il ne fait pas son devoir parce que, voilà, il regarde Netflix, je ne sais pas, et l'autre, il lui donne tout de suite déjà quelque chose qui est potable. Et rassurez-vous, on peut adapter vite un document comme ça pour le personnaliser, pour le tromper, et on ne peut pas vérifier la tricherie. Parce que le texte qu'il génère, il n'existe pas tel quel dans les documents qu'il a. Oui. Et vous savez quels sont les deux premiers, par exemple, critères d'identification, si c'est ChatGPT ou non? Première, si, de point de vue grammatical, il est très correct, il a une grande chance que c'est ChatGPT. Oui. Une deuxième, on a dit tout à l'heure que c'est la probabilité de mots, et en langue française, par exemple, l'article « le » a une très grande probabilité d'arriver. Et donc, si vous avez un texte dans lequel il y a beaucoup de « le », ben, il y a une forte chance que c'est l'intelligence artificielle qui l'a généré. D'accord? Après, il y a des chercheurs en intelligence artificielle qui travaillent sur ce qu'on appelle un watermarking pour signer quelque part. On ne sait même pas, l'étudiant ne sait pas. Il y a des blagues qui circulent sur Internet. C'est la prof qui dit « Écoutez, ChatGPT se trompait dans ton prénom. » D'accord? Donc, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Je pense, encore une fois, qu'il faut les exploiter parce que je l'avais utilisé pour m'expliquer comment il applique, par exemple, la tokenisation dans l'analyse des mots. Et rassurez-vous, il m'a dit, étape par étape, comment il fait, qu'est-ce qu'il fait. Mais nos étudiantes aussi, ils peuvent poser des questions très pertinentes pour avoir des détails. Mais le danger, d'après moi, c'est qu'on n'a pas toujours le niveau de compréhension nécessaire, surtout pour la partie très scientifique, technique, pour juger ses résultats. Donc il peut écrire des conneries et l'étudiant dit que c'est bon. Oui. Pour rebondir sur la question également, donc il y a beaucoup d'humains chez OpenAI qui font ces filtres-là. Hein. On ne sait pas encore automatiser ce genre de choses. Là, récemment, on a vu qu'ils embauchaient beaucoup d'informaticiens. Vous allez me dire, c'est normal qu'ils embauchent des informaticiens chez OpenAI. Mais en fait, ils embauchaient des informaticiens pour apprendre ChatGPT ou un autre de leurs modèles, plus exactement, à coder. C'est-à-dire que le boulot des informaticiens, c'était par exemple de prendre un code dans un langage et puis de le transformer dans un autre langage et de donner ça à ChatGPT, équivalent à ChatGPT, pour qu'il apprenne ce genre de choses. Donc il y a encore beaucoup d'humains qui travaillent autour de tout ça. Après, je veux dire, ça dépend de la question qu'on va lui poser. Moi, là, je travaille avec mes élèves de seconde sur un truc qui s'appelle « Comment dire l'amour ?» Eh bien, j'ai posé la question à ChatGPT. C'est pas super intéressant. Hein. Je veux dire, s'il faut faire comme ça, moi, je ne fais pas. Je veux dire, voilà. Alors après, si je lui dis comment, au Moyen-Âge, les poètes ont dit l'amour, alors là, il va taper dans sa base de données, il me dit toutes les modalités d'écriture poétique, les définitions, les exemples, etc. etc. Mais la question que moi je pose à mes élèves, c'est ils peuvent apprendre les définitions, ils peuvent essayer de faire ça, mais écrire une ballade à la manière de François Villon, ça commence à devenir compliqué. Il y a de la créativité. Alors il y arrivera peut-être bientôt, je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr que c'est des choses sur lesquelles il est en capacité de faire. Donc la réponse c'est aussi quelles questions je vais pouvoir poser à ChatGPT et peut-être tester les questions que je vais pouvoir poser à ChatGPT pour savoir si mes élèves posaient les mêmes, ce qu'ils auraient comme réponse. Parce que
ils ne le savent pas tous que ça existe. Mais le jour où un ado va découvrir que quelqu'un va pouvoir faire le travail à sa place, de manière massive, il va bien falloir à un moment donné qu'on se dise, s'il sait que ça existe et que je sais que ça existe, oui, c'est un peu le chat et la souris. Si je continue à lui poser la même question, voilà, la seule réponse c'est coupez-moi Internet, hein, parce que sinon ça ne va pas le faire. Et est-ce que nous, on doit faire ça? Le numérique, c'est un phénomène social et culturel. Il est là. Je ne peux pas dire aux gens, t'enlèves les calculatrices, t'enlèves le web, etc., etc. Alors si j'arrive à le faire dans mon établissement, eux, ils vont peut-être aller chez eux, ils l'auront. Si j'arrive à convaincre toutes les familles, ils vont aller chez le voisin. Enfin, je veux dire, c'est un jeu sans fin. La question qu'on doit vraiment se poser, c'est comment l'institution scolaire est aussi en capacité de poser des sujets d'examen qui vont devoir mobiliser d'autres types de compétences. Si c'est de la restitution de choses qui sont factuelles, ben, ces machines-là, elles le font bien mieux que nous, quoi. Parce qu'elles ont une capacité de mémorisation qu'on n'aura pas, etc., etc. Si c'est construire à plusieurs, si c'est fabriquer un outil créatif qui va permettre de mettre en valeur tel point de vue sur tel point de vue, là, pour l'instant, il y a un intérêt à le faire à des élèves et il y a un intérêt à nous à pouvoir l'accompagner. Si c'est juste de la mémorisation et rester sur des tâches cognitives de bas niveau et de restitution, ouais, moi, à mon avis, ça va être compliqué. Et pour continuer un peu l'idée, tout à l'heure, vous avez utilisé Michel Serres, et lui, il disait que l'homme, dans toute sa vie, il a externalisé des compétences. D'accord? Aujourd'hui, presque le mémoire, on ne l'utilise plus. Vous avez vu, si on n'a pas le téléphone, on ne sait plus le numéro de téléphone, on ne sait rien. Mais justement, je me demande si maintenant il a des compétences cognitives, de type même intellectuel, que l'autre peut le faire. Ce n'est pas une délégation que je donne à cette machine une partie de mes compétences. C'est dans le temps. Et à propos de ça, il y a un bouquin qui est sorti récemment, c'est l'histoire et l'avenir de l'éducation. C'est, comment ça s'appelle, bon, un lapsus. Et la question était la suivante. Si, aujourd'hui, les gens, ils ont un dispositif capable de lire le texte avec haute voix, s'ils ont un dispositif capable de écrire, c'est ce que je dicte, demain, on aura besoin d'apprendre la lecture et l'écriture. Donc, il y a des questions même plus profondes qui se posent, pas seulement de restitution des éléments de mémoire. On parle de tricherie, enfin, bon, effectivement, je vous rejoins tout à fait. Enfin, moi, à l'école, j'étais pas la pro, mais enfin, il y en a qui se dépassent. Aujourd'hui, moi, j'ai appris aux étudiants à l'utiliser et à l'interroger. Je me suis aperçue qu'ils n'ont jamais autant lu. Ils ont appris à être à peu près polissés dans leur manière d'interagir. Et donc, je l'utilise sur l'augmentation du savoir-être, notamment par rapport aux oraux. Quand j'ai eu une étudiante là, qui a passé l'oral, donc elle a des problèmes conflictuels avec les uns et les autres, je lui ai demandé donc à ChatGPT de regarder, enfin de lui répondre de ce que c'est que sarcastique. Et donc on a posé, enfin avec l'étudiante, on a posé un certain nombre de questions sur sarcastique. Et elle me dit, je m'y reconnais tout à fait. Donc je lui ai demandé de lui demander en fait à la machine de lui donner les avantages d'être sarcastique. Puis après, on a regardé les inconvénients. Et comme c'est pas une personne, c'est pas un prof, c'est pas, il peut pas y avoir d'affectif avec la machine. Et ça neutralise en fait ce côté rivalité. Et finalement, on a une élève qui progresse sur son savoir-être. Et maintenant, elle interroge la machine régulièrement sur ses impressions.
Et je pense que ça peut être une voie pour faire progresser effectivement et en savoir-être. Il y a un langage qui doit être compris par tous. Et donc, c'est comment je m'exprime pour être compris aussi par tout le monde. Et à l'heure du grand oral, des réseaux, etc., je pense que c'est un outil qui peut être intéressant à utiliser de ce côté-là. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, mais... Alors déjà, merci pour la présentation de ton utilisation de ChatGPT en classe. Je trouve ça assez intéressant et j'aimerais rebondir sur cette idée avec le fait que dans l'enseignement, on a d'abord eu l'idée d'un enseignement de savoir, puis de savoir-faire, puis de savoir-être. Aujourd'hui, on en est au savoir-agir avec l'approche par compétences. Et c'est assez intéressant de voir que si tu veux utiliser l'outil pour identifier des savoirs, tu peux aujourd'hui avec ChatGPT. Mais tu ne veux pas t'en servir pour développer un savoir-être ni un savoir-faire. Il peut t'expliquer comment marche une démarche, mais il ne peut pas t'apprendre à l'utiliser et à le faire. Donc, je dirais que c'est assez pertinent de l'utiliser de la manière dont vous l'avez fait, puisqu'il permet de donner des informations assez objectives, des informations qui, bien sûr, avec l'accompagnement de l'enseignant, permettent justement d'avoir un réel accompagnement de l'étudiant. C'est une sorte en fait, d'étayage que vous avez fourni à l'étudiante qui lui a permis de mieux appréhender une notion que vous voulez lui communiquer. Et c'est vrai que de temps en temps, on a la frontière entre l'enseignant et l'étudiant qui peut se créer du fait de plein de raisons, en fait, pas forcément du fait de l'enseignant, pas forcément non plus du fait de l'étudiant, mais parfois par rapport à un contexte. Et l'utilisation justement d'un outil tiers, avant, on utilisait souvent une personne tierce, comme un médiateur ou des choses comme ça. L'utilisation d'un outil tiers qui, en plus, est de manière admise, en fait, objectif, peut justement permettre de faciliter la discussion avec l'étudiant. Donc, je suis assez d'accord avec vous et votre utilisation me paraît tout à fait pertinente. C'est assez bien, je trouve, vraiment. Donc, si un jour, vous pouvez alimenter les réseaux en communiquant là-dessus, ça peut être justement une nouvelle trace d'utilisation de l'outil qui serait partagée à d'autres enseignants en plus de cette conférence, quoi. Voilà. Et si je pourrais rebondir sur autre chose aussi, j'en pense à une chose. Je discutais avec mon petit frère en fait qui est dans l'armée, qui travaille dans les réseaux et télécoms, et je lui ai parlé justement de la conférence ChatGPT, et je lui disais qu'est-ce que tu penses en fait pour toi de l'utilisation de l'outil pour de la tricherie. Mais il me dit mais il n'y a pas de tricherie quand tu es dans le monde professionnel après. C'est-à-dire que après les études, après tout ça, on arrive à un moment où, dès que tu as un outil, tu t'en sers. Si un jour, tu es programmeur, tu as besoin d'un bout de code, et que tu as des collègues qui utilisent ce bout de code de manière automatique pour telle situation, pour le même outil qu'ils utilisent eux, chez eux, sur leur machine, et ben, tu vas le prendre. Si tu sais que sur un site, tu as des solutions qui apparaissent pour résoudre tel ou tel problème sur telle machine, et ben, tu vas le faire. Si tu as des solutions, des outils qui sont mis à disposition, tu les utilises. Donc, empêcher les étudiants d'utiliser cet outil pendant leurs études, finalement, ça se révèle plutôt être un frein pour leur vie professionnelle derrière. C'est comme si on demandait à des étudiants en art de ne jamais utiliser d'outils numériques. Ce serait absurde, puisque par la suite, ils pourraient être amenés à en avoir besoin. Pour un étudiant qui apprendrait à rédiger des textes, ça peut très bien être un outil qu'il pourrait utiliser pour améliorer en fait, son apprentissage. Sachant que l'enseignant ne peut pas être là, je pense par exemple pour les étudiants en licence qui sont parfois 200, voire plus en amphi, l'enseignant ne peut pas faire un feedback direct pour chacun de ses étudiants. ChatGPT justement permet d'adapter l'enseignement, de se rapprocher de l'étudiant et de lui fournir une réponse un peu plus adaptée. C'est vrai que dans ce cas-là, contrairement à votre cas, l'enseignant n'est pas là justement pour accompagner l'usage et vérifier que la réponse est bonne. Parfois, la réponse est complètement fausse, on l'a vu. Mais au moins, c'est un outil qui peut être complémentaire et qui peut servir l'étudiant comme l'enseignant, en fait, qui peut améliorer la qualité de son enseignement. Donc, je dirais que c'est bien. Moi, j'avais juste une question. Au moment où on parle beaucoup de RGPD, où va la donnée que je donne dans un prompt, en fait? À part alimenter un peu plus, à qui appartient cette donnée et ce que je peux dire dans ce prompt peut partager une donnée qui, elle, peut être sensible à un moment, en fait.
Alors, clairement, actuellement, hein, les conditions d'utilisation de ChatGPT montrent que c'est OpenAI qui prend les données. Hein. Ouais, ils les utilisent, voilà. Alors, il parlait, pour l'instant, on a deux versions, une version payante et une version gratuite. Donc, la version payante, c'est plus efficace, on est prioritaire, etc. Il parlait à un moment donné justement d'avoir de la privacy, donc mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est vraiment OpenAI qui utilise les données et qui en font grosso modo ce qu'ils veulent. Hein. Donc, je voulais juste, alors c'est pas forcément une question, c'est une petite une remarque. Alors déjà, je veux remercier les intervenants parce qu'on a appris beaucoup de choses ce soir. Et puis j'ai beaucoup apprécié la présentation d'outils, notamment dans le milieu des secours, fait par David et Raphaël, des secours du milieu médical, etc. Et je me dis finalement que ce type d'outils, en fait, on pourrait également l'avoir. Alors, tu en as un petit peu parlé, Adam, de ça, mais moi, je rêve d'un outil qui va, par exemple, me proposer, quand je fais un QCM de cours, qui va me dire, bah non, là, tu faut peut-être le terme, voilà, quelque chose d'automatisé, ou qui va m'analyser mon diaporama, puis qui va me dire, attention, là, je te propose une autre illustration, et je trouve que ça ouvre des potentialités essentielles, et les outils que vous avez présentés, on pourrait aussi les décliner en outils vraiment pratiques, pédagogie, et on est sur des choses qui pourraient être vraiment, vraiment fantastiques, quoi. Donc c'est le futur, mais c'est un potentiel qui est super intéressant, quoi. Moi, je vais faire une réponse assez qui pourrait être intéressante, hein, à mon avis, c'est que si on prend un prof de communication au département informatique, il va dire, voilà, quand un étudiant va faire un exposé, il faudra qu'il y ait ça, ça, ça. On va dans un autre département, l'autre prof de communication va dire, il faudra que l'exposé soit fait de telle manière. On va dans un troisième département, il y aura encore des choses différentes. En informatique, on va insister sur ça, ça, ça. En MMI, ils vont faire ça, ça. Il n'y aura pas forcément un outil qui sera spécialement dédié à toi, à moi, à Toto ou à Titi. C'est un peu ça le problème. Alors après, il faudrait arriver à faire comprendre à l'outil, moi je suis pénible là-dessus, là-dessus, là-dessus. C'est ça sur lequel j'attache de l'importance. Toi, tu es pénible là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et là, c'est vraiment du personnalisé. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et comprendre que toi, tu as un problème là-dessus, plutôt que. Enfin, tu attaches de l'importance plutôt là-dessus que sur tel autre endroit, tel autre point, c'est quand même délicat. Et l'autre point délicat, hein, c'est que pour que tous ces modèles soient efficaces, il leur faut des données, il leur faut beaucoup de données. Si on n'a pas et des données, ce qu'on appelle des données labellisées, hein, typiquement si je reprends l'exemple que donnait Johan, pour détecter un chat, il faut non seulement des images de chat qui disent cette image c'est un chat, mais il faut aussi des images de non-chat qui dit que cette image n'est pas un chat. Donc dans ton cas, il faudrait des données avec tel diaporama est correct, celui-là n'est pas correct, et il en faudrait beaucoup. Alors c'est possible, hein, c'est tout à fait envisageable, mais c'est aussi un des freins à ce genre de choses, mais c'est des challenges qui peuvent être intéressants, clairement. Bonsoir. Je suis vacataire en anglais à TECO. Moi, j'aimerais savoir la position de IUT par rapport à ChatGPT. Eh bien, nous allons passer la parole au directeur de l'IUT. La position officielle de l'IUT Nord-Franche-Comté, non, il n'y a pas de position officielle, et c'est aussi toute la richesse qu'il y a globalement, je dirais, dans l'enseignement et dans l'environnement universitaire, c'est qu'on réfléchit, on essaie tous de voir ce que l'on peut faire, notamment sur ce type de phénomène, et puis ensuite de se projeter ensemble. C'est aussi pour ça qu'on a voulu ce temps d'échange, de découverte et de discussion, c'est l'amorce pour la suite, pour que dans les équipes, on prennent vraiment ce sujet, parce qu'on pense que c'est un vrai gros sujet que les collègues doivent prendre en main. L'idée, c'était aussi d'associer tous ceux qui participent à la formation, et notamment les intervenants vacataires sont nombreux, hein, c'est 330 vacataires à l'IUT. Donc c'est ensemble que l'on doit réfléchir, et on ne fixe pas de ligne. Et le sujet a été abordé rapidement en conseil des composants. La présidente de l'université s'est prononcée aussi pour dire, je ne statue rien du tout, et tester, voyez ce que vous en faites, et ensuite on verra effectivement si toutefois il doit y avoir institutionnellement une position sur le sujet.
Donc par contre, on est preneur de tout ce qui peut se faire et de partager, surtout être dans le partage d'expériences. Je pense beaucoup aux collègues qui vont mettre un petit peu de temps en fait, vraiment pour s'y intéresser. Et éventuellement, peut-être aussi des collègues qui vont être perturbés. Enfin, moi-même, ça me questionne, mais c'est surtout se dire qu'il y a quand même un certain nombre de collègues qui pourraient être démunis par rapport à ça. Donc là, aujourd'hui, on a effectivement eu un éclairage, on chemine, nous, dans notre compréhension, dans notre question de mais on va faire quoi avec cet outil et comment on va le faire avec les étudiants, avec les lycéens, etc. On doit rentrer dans cette démarche de manière très collective. Donc pas de position officielle pour limiter nos Franche-Comté, en tout cas. Merci. Et vous attendez quelque chose ici? C'est juste par rapport des questionnements des étudiants. Moi j'ai déjà des étudiants qui ont posé des questions. Si je dis il ne faut pas utiliser tel outil intelligence artificielle, ils disent oui, mais les IUT ne disent pas, donc voilà pourquoi vous dites on ne fait pas ça dans le cours. Voilà. Moi, je veux savoir comment on répond aux étudiants. Voilà. Eh bien, il y a un sujet qui est celle de la liberté pédagogique. Et on aime bien aller le rappeler de temps en temps, c'est qu'effectivement, en fait, vous êtes maître dans votre pédagogie. J'ai été interrogé, enfin, c'est moi qui ai interrogé inversement des étudiants, c'est dans un master Infocom, où je leur demandais de faire un travail, je leur ai demandé s'ils ont utilisé l'outil ChatGPT. J'en ai 2 qui l'ont utilisé, sur 16, et une main se lève en disant « Mais monsieur, on a le droit de l'utiliser ?» Je dis ben, « Bien sûr, vous faites ce que vous voulez chez vous, vous construisez vous-même vos connaissances par rapport aux objectifs qui sont fixés, par rapport à c'est l'étude de cas. » Je leur donne le feu vert. Et effectivement, après, on a échangé pour voir un petit peu comment on pouvait l'utiliser. C'était ma liberté pédagogique de dire, allez-y, ça marche. Et l'exercice, maintenant, intègre cette dimension-là, qui est effectivement que j'ai des étudiants qui vont l'utiliser. Alors en amont, j'ai fait l'exercice à leur place, et c'est bluffant. Hein. C'est bluffant, à la fois sur la méthodologie, et puis est-ce qu'il est capable de ressortir. Alors là, c'était dans une étude de cas du marketing d'études, une logique de sondage. C'est vraiment assez bluffant. Cela dit, sur les 2 qui l'ont essayé, le premier a abandonné très vite, et puis le deuxième n'est pas allé très très loin. Parce qu'en fait, il ne savait pas comment le questionner. Mais en fait, il ne ressort pas grand-chose. Et en plus, je ne comprends pas forcément tout ce qui me ressort. Donc voilà. Donc effectivement, à avoir une approche plutôt méthodologique. Et j'ai bien aimé, effectivement, c'est dans l'armée, c'est qu'effectivement, je crois, dans la vie professionnelle, dans la vraie vie, on a un objectif, on doit l'atteindre, on prend tous les moyens possibles autour de nous. Et j'ai pu échanger notamment avec un consultant qui, lui, est dans la partie commerciale. C'est bon, il l'utilise, il l'interroge, il lui fait sortir des fiches produits, etc. Et ça marche. Donc ce qui marche, il faut être capable d'aller l'utiliser. Donc, utilisez votre liberté pédagogique, voyez vous-même comment vous pouvez construire les choses avec les étudiants. Après, l'idée, je crois aussi, c'est l'hétérogénéité, c'est la diversité de nos pratiques pédagogiques aussi, de ce qu'on va pouvoir attendre des étudiants. Il y a quand même des moments où ils n'ont pas de ChatGPT. Et certains moments, ils n'ont pas le téléphone. On est beaucoup sur des mises en situation professionnelles maintenant, on est beaucoup sur la dynamique de travail en groupe. À un moment donné, il faut qu'il y a du rendu à faire, mais du rendu qui doit se défendre. Il y a des oraux qui font que là, on ne peut pas tricher, on n'a pas l'outil. Donc il faut avoir cette diversité-là, et puis là, on compte sur toute cette diversité, et notamment des intervenants vacataires que je remercie encore une fois. Et je vous propose qu'on s'arrête là sur cette notion de liberté pédagogique et qu'on remercie nos 5 conférenciers pour toutes les informations qu'ils nous ont apportées aujourd'hui. Je voudrais également remercier d'autres personnes qui sont un peu cachées derrière nos conférenciers, qui ont permis également la réalisation de cette soirée, de ces conférences. Donc le service communication de l'IUT avec Delphine Weiss, le secrétaire de direction Valérie Gagnereau, les services techniques de l'IUT avec Jérôme Ducast, les services informatiques avec Guillaume Burguinder qui est caché derrière, nos étudiants qui sont venus nous aider pour la réalisation de cette conférence, donc Lucas Besson, Erwan Cotillard, nous avons Mathis Drap qui vous a accueilli également avec Chloé Prévost,
Je voudrais également remercier Nadège, Point sur la Rèche, qui nous a laissé les clés de cet amphi pour ce lancement de conférence de ce 5 à 7. Et aussi finir par vous dire merci également à vous d'avoir passé cette fin de journée avec nous pour débattre sur ce sujet. Merci beaucoup.